Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis l'ami Raphaël, je suis de retour, chut, je suis caché dans ma grotte, mais je serai toujours là pour suivre les shows de la WWE, surtout avec le retour du public, le retour de Raphaël, mais la présence toujours permanente de mes deux acolytes du soir pour ce Money in the Bank 2021 qui avait lieu à Fort Worth, Texas. Papy, comment ça va, papy? Bon, jeunes enfants, bonjour, 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 Raphaël, comment ça va? Ça va, ça va? Je sens que tu te moques un petit peu de mon son. Bah écoute, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Très bien. Et l'ami tonton, comment il va tonton? Raphaël, salut papy, salut peuple le catch-up. Eh ben, écoute, ça va bien, j'ai mis de l'argent à la banque, je suis prêt pour être chaud bouillant pour ce pay-per-view, premier pay-per-view avec du public depuis tellement longtemps. Depuis WrestleMania, mais premier vrai retour normalement à durée indéterminée, on espère, de la foule. Et pour ce soir, il y avait un pré-show, papy. Est-ce que tu as dérogé à ta tradition? Oui, j'ai regardé le pré-show. Oh, incroyable. J'ai Alors, regardé que le match, hein. Tout le bordel autour, faut pas déconner. oui, non, faut pas déconner non plus. Donc ce kick-off de Money in the Bank, le pre-show, c'était un tag team match de SmackDown qui voyait les Mysterio affronter les Usos. Et bien, à mon grand étonnement, chez les Mysterio, ça y est, c'est Dominic qui est l'homme fort, hein, c'est lui qui surclasse, qui out-wrestling complètement Jimmy Uso. Il fait un springboard depuis la deuxième corde notamment. Bon, il est ensuite envoyé dans les barricades par les Usos qui travaillent à deux, hein, c'est des frangins, solidarité. Rey Mysterio réussit à prendre le tag, il fait un superbe placé de 619 sur Jey Uso, mais Jimmy, le deuxième frère, se sacrifie, il jette sa tête en avant, c'est lui qui prend le 619, ce qui permet à son frère de faire super kick, Samoan Splash, simplement deux, la foule est en délire, celui-là on avait vraiment cru qu'il allait passer, mais Jimmy et Jay n'ont pas dit leur dernier mot, ils ont encore un tour dans leur sac, et ils réussissent à piner le petit Rey Mysterio, en s'aidant mutuellement pour se pousser et s'appuyer entre les cordes. Donc, bah voilà, un coup un petit peu de vicelard, mais les Usos ont quand même gagné. C'est la fin du règne du Père et du Fils. Tonton, qu'est-ce que tu en penses? Le Saint-Esprit, le Père, le Fils, tout ça. T'es triste pour tes luchadores? Ouais, je suis un peu triste qu'ils perdent le titre, mais au terme d'un bon match, et puis même si le finish l'a un peu laissé à désirer, à mon avis, quoi, j'ai trouvé que c'était pas génial, génial, la fin du match était pas super géniale. Par contre, j'ai trouvé que c'était un très bon match et j'ai surtout trouvé que la WWE a très bien joué le coup. Voilà, pour un retour vraiment au public officiel, etc. On nous a pas balancé un, je sais pas moi, un Corbin versus Elias ou un truc de low card féminine, mais on nous a balancé un vrai bon match compétitif avec un titre en jeu. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué de la part de la WWE. Après, je vous cacherai pas, les amis, que quand j'ai vu les Usos prendre le titre, je me suis dit, ouh là là, ça sent la grosse domination de la Tribal Chief Family là. Et est-ce que ça nous donne pas quelques indices pour le main event, quoi, tu vois? Mhm. Spoiler, predictions. Ouais, un petit peu, ouais. Un papy, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Oui, alors moi, j'étais surpris parce que je pensais pas qu'il ferait changer une ceinture en pré-show et sur le coup, du coup, ça m'a un peu surpris, même si du coup, bah, vu le scénario du match, ça se racontait plutôt bien. Les gars, effectivement, sont bien envoyés, puis ont réussi du coup à chauffer un peu la foule qui est en plein train de s'asseoir, de bouffer ses merdes et du coup, ils sont pas forcément super concentrés. Là, ils ont réussi à peu près à les concerner et donc bah, le match était plutôt enlevé. Le finish, pareil, un petit peu zarbe. En plus, j'ai pas bien compris comment ça se fait que c'était Jay qui fait le tomber, puis 2 secondes plus tard, c'est Jimmy qui refait un tombé. J'ai dû louper un tac quelque part. Mais bon bref, victoire d'Uzo. Je n'étais pas sûr que ça spoil forcément le main event parce que on peut très bien avoir une histoire où les Usos ont la ceinture et pas Roman qui du coup inverserait totalement la force dans la famille. Donc ça reste une histoire possible. Ça reste une histoire de famille en tout cas. Moi je suis comme tonton, très bon choix d'opener je trouve. Je suis un peu déçu pour les Mysterio Family qu'ils aient pas pu montrer leur titre un peu plus avec le public, alors peut-être qu'ils vont le regagner. On va dire que le retour des Usos en tant que champion tag team, ça paraît inévitable là dans la configuration. Mais je pensais qu'ils attendraient un SmackDown suivant ou un truc comme ça là pour que Ray et Dominic aient un petit peu leur victoire.
Bon, bah, finalement non, on a mis le paquet d'entrée, un 1er match, 1er titre, 1er changement de ceinture, pourquoi pas? Après, les interactions entre les 4 hommes ne sont probablement pas finies. Eh bien, écoutez les amis, on attaque le main show, le show principal? Vous êtes chaud? Et wouh! Au taquet. Eh ben, c'est parti et on commence très fort, on commence par ce que tonton préfère, la division féminine, le Money in the Bank match féminin. La liste des participantes, la voici. Donc nous avons Alexa Bliss, Liv Morgan, Nikki ASH, Natalia et Tamina, Zelina Vega, Naomi et Asuka. Gros casting, dès que la cloche sonne, tout le monde part à l'extérieur du ring chercher des échelles, sauf Alexa Bliss qui reste, au milieu du ring et qui essaye tout simplement de faire descendre la mallette avec ses super pouvoirs. Bah, pourquoi pas? Bah, ça se tente, hein. Ouais, ça se tente. Elle prend une grosse souplesse, d'Asuka et on a une série de finishers là, Naomi qui envoie son coup de fessier, Tamina qui envoie des super kicks, Tamina qui est, montrée comme la grosse force en présence de la soirée, hein. À un moment, elle est coincée, sous l'échelle pendant que c'est Asuka, je crois, qui grimpe à l'échelle et ben, elle arrive à soulever l'échelle et à la faire tomber. Elle est un petit peu prise d'ailleurs, pour cible par Asuka et Liv Morgan. Alexa Bliss, elle terrorise Liv Morgan, elle lui fait peur, là, les deux petites poupées maléfiques, là, se toisent. Et Alexa Bliss, elle arrive même à hypnotiser Zelina Vega tout en haut de l'échelle, alors qu'elles sont toutes les deux en haut, pour la forcer à redescendre. Mais bon, ça fera pas non plus la victoire d'Alexa Bliss, hein. D'ailleurs, elle essaye plus ses super pouvoirs, elle essaye de grimper une échelle comme tout le monde. Naomi aura son gros Naomi moment sur Natalia et Tamina et Nikki ASH, hein, avec ses sauts en longueur et tout ça. Natalia et Zelina Vega, toutes les deux, arrivent à toucher la mallette du bout des doigts, mais Liv Morgan les fait tomber. On a un gros fight à 6 femmes qui se bastonnent tout au milieu du ring. Nikki, bon, je vais l'appeler Nikki Cross, même si c'est pas son nom, mais ça me vient plus spontanément. Nikki Cross était montée sur une échelle qui était à l'extérieur du ring, elle saute sur tout le monde, badaboum. Alexa Bliss la chope ensuite et lui fait sa sister Abigail revisiter. Alexa Bliss, elle finit par faire chier tout le monde. Ça a l'air d'être la grande menace, hein, un peu le facteur X, le truc imprévisible. Donc tout le monde décide de la recouvrir sous une montagne d'échelles. Et malheureusement, on ne peut pas faire le coup d'Alexa Bliss qui disparaît sous la montagne d'échelles et qui réapparaît de l'autre côté, puisqu'il y a du public. Ils n'y ont pas trop pensé. En tout cas, la foule d'ailleurs eut le fait qu'Alexa Bliss soit mise de côté comme ça. On se retrouve avec 3 échelles, ni plus ni moins, au milieu du ring, et 6 femmes qui montent toutes à l'échelle et qui essaient de se taper 2 par 2 des coups de poing. Et la 7e, la voici, la voilà, elle grimpe, elle passe au-dessus de tout le monde, elle attrape la mallette, elle redescend, elle a gagné. Et ben c'était Nikki ASH, Nikki Almost Superhero. Tout le monde est la bouche bée, hein. Natalia, elle s'est dit putain, fait chier, décidément, c'est vraiment pas pour moi. Et puis bah, le public, plutôt content visiblement. En tout cas, c'était la grosse cote là, ce soir, je pense. Niki, papy, satisfait, content, étonné, pronostic bon? Alors, pronostic mauvais et je me demande si Puig était pas content que le match s'arrête, en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils ont popé. Ah, je suis méchant, j'exagère. Et C'était une sévère. entrée c'était sévère. Non, franchement, c'était une entrée honnête. Moi, j'ai pas trouvé ça super emballant. Bah, les filles, déjà, le profil des 8 filles était pas super emballant. Il y a peut-être Asuka qui était un poil plus, aérienne que les autres, mais et Nomi, bien sûr, qui est un peu plus aérienne que les autres. D'ailleurs, dès qu'elle entrait dans le ring, ces 2-là, c'était la grosse pop, mais tout le reste, ça soulevait pas des masses la foule, j'ai trouvé. Alors, bien sûr, Alexa, avec ses mimiques, elle arrive toujours à peu près à motiver les gens, mais alors le reste, Zelina Vega, Nikki, j'ai trouvé que quand elle est entrée, c'était en limite dans un silence de mort. Natalia, Tamina, pas trop non plus, quoi. Et j'ai dit si Liv Morgan a comme eu un peu de pop aussi, mais bon, ça on sentait que c'était un opener gentillet, il y a pas eu de spot super impressionnant. Il y a un moment, il y a Nikki qui saute sur toutes les filles. Ouais, j'ai pas bien compris non plus pourquoi ils enterraient Alexa Bliss alors qu'elle avait pas fait grand chose à part jouer à la marionnette avec Zelina Vega. Moi, si j'avais dû enterrer quelqu'un, j'aurais enterré Tamina peut-être, qui pour le coup a quand même pété pas mal de gueule. Mais bon, c'était pas le plan et bah, le plan, c'était de monter à 6 sur des échelles et puis se faire doubler par Nikki H et ASH. J'ai bon ça, c'est vrai qu'effectivement, ça fait une petite pop la fin parce que c'est une femme surprenante qui vient un peu de nulle part parce que tu vois les 6 en train de te battre, tu t'imagines pas que quelqu'un va les doubler comme ça en 2 secondes. Tellement rare que quelqu'un monte à l'échelle et prenne, la mallette directe sans freiner, que ça en devient étonnant. Mais sinon,
Bah, j'attends de voir la suite. Moi, j'avais une crainte, hein, franchement, que ce soit Nikki qui gagne parce que j'ai le syndrome Otis en moi et l'avoir gagné, ça m'a fait revivre ce douloureux souvenir. Toi, t'avais coché qui? J'avais coché Naomi et du coup, j'étais pas le seul quand je voyais la pop qu'elle avait dans le public. Ah, faut pas déconner quand même. Tonton Chris, qu'est-ce que t'en penses? Je rejoins Papy sur pas mal de choses. Moi, j'ai pas trouvé ça super génialissime, ça c'est sûr. Ça a plutôt pas mal commencé, un peu en spot fest, et je me suis dit, ah, elles vont se faire plaisir et tout, et on va peut-être avoir un truc assez innovant. Et en fait, après 2-3 minutes, ça a carrément baissé d'un ton, d'ailleurs, comme le public, hein, d'ailleurs, hein. Et du coup, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Et moi, alors là, pour le coup, j'ai pas du tout aimé la fin. Pas du fait de la victoire de Nikki Cross, mais j'ai pas du tout aimé de la manière dont elle a gagné, en fait. J'ai trouvé ça assez débile, les trois échelles ensemble, avec quasiment toutes les participantes sur les échelles. Et Nikki qui réussit à décrocher la mallette au milieu de ce maelstrom. J'ai trouvé ça bizarre. Je sais pas, ça m'a pas emballé des masses. J'ai pas. Je sais pas, j'ai eu du mal à accrocher à ce match. Ça a duré 15 minutes 46, hein, et j'ai trouvé ça beaucoup plus long en fait. Et alors, Alexa Bliss, moi je veux revenir un peu dessus parce que moi, alors, soit on en a parlé un peu avec Papy hors antenne, mais je sais pas, j'ai peut-être eu des problèmes avec le son, j'en sais rien, mais moi j'ai eu l'impression qu'Alexa Bliss, elle a eu une pop énorme. Et, Oui. euh, Oui. enfin, je sais pas, hein, moi vraiment ma sensation, ça a été ça. Ça a été qu'Alexa Bliss a eu une pop de toutes les participantes, c'est elle qui a eu la pop la plus incroyable. Et finalement, eh ben, elle a rien branlé, quoi. Et elle s'est retrouvée effectivement enterrée sous les échelles. Et ça a donné un espèce de truc un peu bizarre. Et là, on a senti d'ailleurs le public à ce moment-là qui s'est un peu réveillé et qui était effectivement pas content de ce qui se passait avec Alexa Bliss. Et du coup, ça a donné une espèce d'ambiance un peu morne après de ce qui s'est passé dans le ring. Alors, j'étais pas là pour les reviews de Raw, SmackDown et compagnie, quoi, mais moi, je ne comprends pas ce que foutaient là Natalia et Tamina. Perso, moi, j'ai du mal à piger. Et moi, je pensais vraiment que la hype allait vers Zelina Vega, Liv Morgan et Nikki Cross pour le coup. Et Alexa Bliss, pardon, excusez-moi. Et je pensais que c'était vraiment entre ces trois-là que ça allait se jouer. Et donc, du coup, j'ai été vraiment surpris de la manière dont se termine le match. Et au final, un match assez moyen. Sur le coup, j'étais assez déçu parce que je me suis dit, ah merde, le pay-per-view, il commence comme ça. Et alors que je m'attendais à un truc complètement monstrueux. Et finalement, ça n'a pas été, ça a pas été à la hauteur de mes attentes. Après, je vais rejoindre encore une fois Papy sur le syndrome Otis. J'avoue que je suis très inquiet pour Nikki à ce niveau-là. Ça me paraît vachement compliqué d'avoir Nikki en détenteuse de mallette. Et on verra, on verra. J'espère que l'avenir me trompera parce qu'au final, moi, je suis plutôt fanat de Nikki. Donc, je serais assez déçu que ça se transforme en syndrome Otis. Mais j'ai un peu peur que ça se dirige vers ça. Bah écoutez, je dois être le seul à avoir des attentes basses, ou je ne sais pas, mais moi j'ai bien aimé ce match. J'aime bien là quand ça. Il y a toutes les filles, il y a plein de gens, il y a du public, ça part dans tous les sens. Mais déjà, il y a longtemps au Royal Rumble, moi j'avais bien aimé le Royal Rumble féminin et tout le monde disait que c'était pourri, donc je dois pas être très, très exigeant, je ne sais pas. Bon, moi, le Royal Rumble féminin, j'aimais beaucoup, moi. Ouais, ouais, ben voilà, tout le monde n'avait pas eu la même perception. Moi, j'ai plutôt bien aimé le match. Moi, j'ai trouvé la fin assez rigolote, assez adéquate avec le personnage de Nikki Cross, ma foi. Elle se met toute sur la gueule et puis elle arrive un petit peu à le voler comme ça. Pour revenir à ce que tu disais, tonton, Alexa Bliss, elle, pour le coup, est victime, je crois, du syndrome The Fiend, c'est-à-dire que très souvent, les personnages un peu démoniaques, un peu fantasques, un peu surnaturels à la WWE, ils deviennent très vite populaires, même s'ils sont censés être heal, hein. On se souvient que le fameux Hell in a Cell où Ouais. la foule voulait absolument pas voir Seth Rollins gagner. Et là, c'est un peu pareil. Sur ses compétences in-ring, moi, ça m'a pas choqué parce que c'est pareil, depuis qu'elle est dans ce personnage de Alexa Bliss un peu folle, bah, ça fait 6 mois qu'elle fait pas grand-chose in-ring et qu'elle joue surtout du jeu de regard, du mind game. Après, est-ce que c'est pas ce qui colle aussi à son niveau physique? Je sais pas, c'est une jeune femme qui a été très souvent blessée, qui avait des faiblesses, je sais plus dans quel muscle, au cou peut-être, au dos. Et donc, peut-être qu'ils ont trouvé ça aussi pour la faire être active en permanence sans trop l'exposer à des blessures, c'est qu'elle a ce rôle presque statique en fait de catcheuse qui fait un coup de temps en temps. Mais je sais pas trop comment ils vont la gérer pour les semaines à venir, surtout s'ils continuent là, le truc avec
avec Doudrop, Eva Marie, tout ça, qui ont eu le bon goût de pas venir quand même. Euh, ça va être à voir. Natalia et Tamina, moi j'ai trouvé pour le coup, j'étais pas très satisfait de leur présence et j'ai trouvé qu'elles ont assuré leur rôle de taulière costaude, voilà, violente, présente et dominante. Et pour Nikki Cross, je vais être plus optimiste que vous. Moi, je pense qu'elle a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, du talent aussi, et que ils peuvent en faire voilà, un capital sympathie. Elle va faire sûrement des trucs un peu tarés, un peu rigolos dans les prochaines semaines. Un cash-in, ça peut se faire dans longtemps. Elle a le temps de construire des trucs. On a eu Carmela qui a réussi des cash-in. On a eu des gens, on a eu des Jack Swagger ou des trucs comme ça. Donc, ça peut devenir un syndrome autiste, mais bon, je dis qu'on a déjà eu comme ça des catcheurs qui étaient vraiment des outsiders, pour lesquels on ne s'attendait pas à des très grands matchs et qui ont réussi au moins à avoir leur petit règne. Donc peut-être qu'elle va cacher, elle va être championne, peut-être pas très longtemps, un mois ou deux, mais bon, pourquoi pas sur, je sais pas moi, sur Charlotte, ça pourrait très bien le faire, hein. Ça pourrait être Ouais, mais rigolo. tous les exemples aussi, c'est des heals, quoi. Là, caché en tant que face, quand tu as un personnage un peu de low carder. Après, l'avantage, on peut se dire qu'ils auront appris les erreurs d'Otis. Donc, Otis, ça a servi de brouillon. Ils Mmh. pourront peut-être capitaliser dessus et pas reproduire les mêmes erreurs. Mais Otis, c'est justement ça qui faisait que tu n'avais pas envie qu'il cache, c'est que il faisait le couillon avec la manette, c'est parce qu'il voulait en faire, et du coup, à aucun moment il était crédible pour faire un cash-in. Et donc, si Nikki la joue un peu en disant le même genre, en disant ah, ouais, de toute façon, je fais pour le fun, nana, je suis pas un vrai super-héros, ça risque d'être vite lourd en fait. Et je serais pas étonné que d'autres types tournent autour de sa mallette, du coup. Ouais, c'est une possibilité, c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, un autre personnage dont j'avais envie de parler avant qu'on finisse, c'est par contre Zelina Vega. Moi, je suis très surpris. Les retours, souvent à la WWE, c'est des retours gagnants ou au moins des retours dominants. Et là, vraiment, je crois que c'est le personnage, à mes yeux, qui a été le plus transparent du match. Donc, peut-être qu'ils l'ont fait revenir un peu trop tôt. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de la faire revenir quand il y a de la foule? Est-ce qu'ils avaient peur de la réaction ou de la non-réaction de la foule? Je sais pas si Zelina Vega fait popper le WWE Universe. Maintenant, est-ce qu'elle va rester? J'imagine. Est-ce qu'elle va s'installer en tant que catcheuse? Peut-être. Mais là, bon, ça faisait presque un one-shot d'une célébrité extérieure, quoi. Ça, c'est la plus faible win ring, hein. Oui, C'est une Vega, hein. C'est des 8. Elle est vraiment très en dessous, hein, je pense. je sais pas, tonton, tu la connais En du tout cas, Mexique? Natalia et moi, celle que je trouve que Natalia, elle est maudite, hein. Natalia, les ladder match, c'est pas pour elle, hein. Faut qu'elle arrête, hein. Je crois que vraiment là, je crois elle a dû participer à tous les Money in the Bank ladder match. Elle en a jamais gagné un seul. Et la pauvre, elle est maudite. Quant à Zelina Vega, écoute, moi, j'ai été assez surpris de son retour. Je pensais, si on avait une qui devait revenir, je pensais vraiment pas que ça allait être elle. Euh, j'ai pas l'impression que la WWE a une grosse intention de capitaliser sur elle. Je crois qu'il y a une grosse vexation au niveau des officiels du petit coup joué par Aleister Black suite à sa non-clause de 90 jours je sais pas, apparemment il y a eu une couille dans son contrat et que du coup c'est ce qui a permis à ce qu'il rejoigne la All Elite aussi vite. Et moi, je vois pas un grand avenir à Zelina Vega à la WWE. M'étonnerait pas que d'ici les charrettes du printemps de l'année prochaine, elles disparaissent, quoi. Et bon, pendant ce temps, vite fait, en coulisses, on voit les Usos qui sont très contents de devenir champion tag team. Roman Reigns qui les calme un peu en leur disant, bon, je vous ai fait le gros du boulot, je vous ai laissé la partie la plus facile. Mais bon, les Usos, maintenant, ils sont comme ça, hein. On les insulte et on les humilie et ils répondent en disant, ouais, gars, ouais, ouais, je suis avec toi, on est avec toi, ouais, maintenant, on va t'aider, ouais, ouais. Donc là aussi, ça laisse peu de doute, tonton, sur l'éventualité d'une intervention ce soir des jumeaux en main event, là, quand même. Bah, clairement, là, après ce segment-là, moi, j'avais plus aucun doute en tout cas. Eh bien, nous arrivons au deuxième match du main roster. Ce coup-ci, c'est la tag team de Raw qui est à l'action. Oui. Donc, les champions depuis WrestleMania sont AJ Styles et Omos, et ils affrontent les Viking Riders. AJ Styles qui, depuis qu'il est dans ce duo, devient l'homme en péril, hein, l'homme faible. D'ailleurs, il est soutenu par la foule, hein. Il y a énormément de chants AJ Styles, AJ Styles. Il est très populaire au Texas. Incroyable, D'ailleurs, incroyable. Omos fait un superbe move en prenant AJ Styles, en l'envoyant à l'extérieur du ring sur Eric, et AJ Styles réussit à faire un Huracan Rana en plein vol comme ça sur Ouais. le Viking. C'était très impressionnant.
je trouve. Ensuite, c'est Ivar qui va dominer AJ Styles, hein. Ivar qui est aussi assez populaire, hein. Il fait sa petite roue, ses roulades, ses prises dans tous les sens. Mais il prendra un gros body slam de Homos. On a des jolis échanges, j'ai trouvé, entre AJ Styles et Ivar, puis AJ Styles et Eric. Les Vikings, ils arrivent plutôt à dominer AJ Styles à nouveau. Homos entrera dans le match, mais il est mis à genoux, hein, il est mis à terre quasiment par les Vikings qui surtout font du coup de genou et du coup de coude, hein, ça claque fort. Il est même envoyé à l'extérieur du ring. Puis Eric lui fait un dive, il lui saute dessus à Homos. Le Viking Experience est passé sur AJ Styles, la victoire est proche pour les Gothiques, mais Homos pousse Eric sur Ivar qui faisait le pin, donc ça brise le tombé. Et puis finalement, bah, le géant nigérian entre dans le match, powerbomb sur Eric, et là, bah, c'est plié, 1, 2, 3. Les champions retiennent, mais les Vikings n'ont pas démérité, papy. Ils ont pas démérité, c'est pas fou non plus. J'ai jamais cru un seul instant qu'ils puissent s'imposer, parce que là, pour le coup, quand on parle de gens pas forcément bien buildés, les Vikings, ils sortaient vraiment de nulle part. Puis en plus, pour les builder, on nous avait montré des vidéos de quand ils jouaient au bowling et quand ils jouaient, au basket. Donc, c'était pas ça forcément les meilleures images pour les vendre. Après, ils ont fait un match honnête, ils sont bien défendus, ça a donné un petit peu de temps d'antenne à tout le monde. Homos fait ses petits trucs aussi. Bon, le final n'est pas forcément très bien réussi parce qu'il doit s'y reprendre à 2 fois pour slammer Eric, mais bon, ça, il reste quasi indestructible puisque bah, l'histoire, c'est un peu qu'ils n'arrivent pas à le mettre sur le dos et il reste toujours au pire à genoux. Mais bon, ouais, c'est pas. Effectivement, j'étais épaté par la pop de Styles, par contre. Là, pour le coup, des 4, c'est celui qui était le plus populaire, très loin. En même temps, c'est un peu le main eventer au milieu des low carders, donc c'est peut-être aussi pour ça, quoi. Bon, le match en lui-même était honnête, sinon, mais rien de particulier. Ouais, le quart d'heure, tonton, c'est un peu dur pour les Viking Riders ou t'es d'accord? Alors là, non, pas du tout. Pour le coup, moi, je suis hyper enthousiaste. J'ai trouvé que c'était un super match. Ça a 13 minutes. J'étais très loin de m'attendre à un match comme ça. Encore une fois, finalement, dans l'autre sens que de l'opener. Puisque je m'attendais à un match qui allait durer 5-6 minutes, pas plus, et qui allait être expédié vite fait. Évidemment, je m'attendais à la victoire des champions en titre. Parce que j'avais du mal à imaginer les Viking Raiders prendre le titre comme ça, à peine après leur retour finalement. Et j'ai été agréablement surpris. C'est un match qui m'a tenu en haleine. Tout un tas de moves que j'ai trouvé extraordinaires. Tu l'as cité, Raph, le fameux spot là où Homos balance AJ Styles qui en l'air chope le coup de Eric pour placer son Hurricane Rana ringside. Là, j'ai trouvé ce spot extraordinaire. Alors, comme d'habitude, ça me fait rigoler. Hein. La WWE, elle veut dire bon, bah voilà, machin il est heel, machin il est face. Et puis, bah, quand ils arrivent devant le public, et bah, le public il supporte qui? Il supporte les heels. Et donc, c'était l'équipe de Styles et Domos qui avait la cote auprès du public. Et du coup, il y avait une super ambiance pendant ce match. Et du coup, bah, moi, ça m'a ambiancé aussi. Et j'ai trouvé le match très bon de bout en bout. J'ai trouvé les Viking Raiders très bons. L'un des meilleurs matchs que j'ai vu des Viking Raiders depuis qu'ils sont dans le main roster. Et vraiment, enfin, voilà un truc qui m'a enjaillé, comme on dit du côté de Marseille. Et j'étais ravi de ce match. Ça m'a complètement relancé dans ce pay-per-view. Ouais, ne l'avais-je pas dit qu'ils seraient face assez naturellement, ces deux-là. Moi, j'en étais persuadé avec la prestance et Ouais, moi aussi. voilà, comment dire, le CV d'AJ Styles et puis bah, le fait qu'en général, les géants immenses, on a un petit peu de sympathie pour eux, c'était sûr qu'ils allaient faire face turn. D'ailleurs, ils ont eu des matchs face, hein, à Raw, c'est de mémoire, contre je ne sais plus qui, mais ils ont eu des interactions où c'était eux les face. Mais là, bon, c'était choisi dans l'autre sens. Moi, je pense que c'était pas très marqué. Je pense que c'est pas très grave. La WWE était pas non plus. Les officiels souhaitaient pas non plus avoir une grosse huée pour les champions. C'était assez mitigé, c'était partagé. Moi, j'aime beaucoup les Riders. Je trouve qu'ils sont très bons catcheurs, mais je suis un peu d'accord avec Papy quand même. Je trouve que c'est limite je vais pas dire des main eventers, mais pour moi, c'est la top division tag team. Mais c'est vrai qu'ils sont buildés bah, comme des low carders. C'est vrai qu'ils ont eu toutes leurs gimmicks à la con l'an dernier. Ils font pas mal de segments en coulisses un peu pourris. Bah, quand Ivar était blessé, Eric il courait autour de la ceinture 24/7 aussi comme un con. Donc je trouve que c'est un peu délicat pour les construire et pour les rendre crédibles. Et moi aussi, je pensais pas à leur victoire. Mais in-ring, moi, je les trouve vachement impeccables. Les coups de coude, les coups de genoux, les coups de tête, là, c'est assez stiff et j'aime bien les voir catcher. Donc moi, j'étais plutôt content de cet affrontement. Et
et puis bah, ça d'autant plus interroge sur la suite, qu'est-ce qu'il va pouvoir affronter, Omos et AJ Styles? Ça donne envie d'en voir plus, je trouve. Yes. Allez, expéditif, tout ça, on disait, on va passer au premier match, pour le titre mondial. Il y en a 3 qui seront disputés ce soir, un chez les filles et 2 chez les hommes. Donc c'est le match, ce coup-ci, de Monday Night Raw. Le champion Bobby Lashley affronte Kofi Kingston. On connaît toute l'histoire, voilà, depuis que Drew McIntyre est un peu sorti de l'équation. C'est Kofi qui veut rejouer la Kofi Mania avec son pote Xavier Woods qui a tout fait pour l'aider, qui a donné cher de sa personne d'ailleurs, et qui a gagné hein, contre Bobby Lashley. Donc Lashley, il est en mode très très vénère, on l'a vu au dernier Raw, il a viré ses gonzesses, il a viré le champagne, il a gardé MVP quand même. Mais là, il arrive déterminé, hein, Bobby Lashley, le champion. Le match commence, MVP essaye d'attraper le pied de Kofi Kingston, essaye de lui faire une distraction pendant une fraction de seconde. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Kofi Kingston l'évite, il part contre Bobby Lashley, il virevolte un petit peu, mais il est très très très, très vite attrapé par le monstre Bobby qui le détruit, qui lui passe le bulldozer dans le coin du ring, là, les coups de boutoir, les coups de bélier. Il l'envoie à l'extérieur du ring, il le porte sur ses épaules et il lui balance la tête contre le poteau. Là, je le raconte vite, mais il y a une domination assez longue, hein, assez gênante à voir presque. Bobby Lashley revient sur le ring, il chope son adversaire dans sa full Nelson, dans son hurtlock, il le tourne dans tous les sens, mais il attend pas que Kofi abandonne, il lui place une souplesse et il continue à lui enchaîner des slams et des souplesses. La foule ne supporte pas d'assister à cette véritable torture. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Kofi Kingston va se réveiller du diable vauvert? Est-ce qu'il va réussir à placer un Trouble in Paradise dans de ses ou un SOS ou un je ne sais quoi? Eh ben non, finalement, on ira jusqu'au bout du drame, le calice jusqu'à la lit, un ultime Hurtlock et Kofi Kingston abandonne. Décidément, Kofi, la foule, ça lui réussit pas trop ces derniers temps, puisqu'à WrestleMania, il s'était bien fait démonter par Omos. Il s'était fait démonter, on le sait bien, hein, la dernière fois qu'il a eu le titre mondial sous les yeux par Brock Lesnar, ben, ça continue. Et Kofi Kingston, il n'est pas au niveau. Et là, on a eu droit à une démonstration, un véritable squash qui est assez rare quand on a un match en pay-per-view pour un championnat du monde. Est-ce que c'est le match qu'il fallait, tonton Chris, ou est-ce que tu es un peu déçu pour Kofi? Oh non, alors là, je suis pas du tout déçu pour Kofi. J'espère qu'il m'en voudra pas. On lui fait la bise. Je, et moi, je vais te dire, c'est peut-être même c'était un squash, mais c'était un squash très long pour le pauvre Kofi, quoi. Parce que ça a duré 7 minutes 36 exactement ce match. Et c'est incroyable parce que dans l'après-midi, j'avais du temps aujourd'hui, donc je me suis refait quelques séances, quelques sessions de replay sur certaines séquences. Et sur ce match, c'est incroyable parce que Kofi ne passe aucune de ses signatures moves. Bon, son finisher, on n'en parle même pas. Il se fait dominer de A à Z pendant ces 7 minutes 36. J'ai même envie de dire qu'il se prend une branlée, mais alors il se fait avoiner pendant 7 minutes 36. C'est un massacre, ce match, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très bien joué de la part de la WWE. Quelque part, je crois que presque ça m'aurait emmerdé de voir Kofi trop résister, trop avoir sa chance face à un Bobby Lashley qui me paraît tellement énorme, qui me paraît tellement 1000 fois supérieur à Kofi Kingston à l'heure actuelle. Alors évidemment, on n'avait pas de doute, je pense, sur le fait de la victoire de Bobby Lashley. C'était plutôt la manière qui comptait dans ce match plutôt que le résultat final. Et ben, je trouve que la manière a été totalement réussie. Bobby Nator dans toute sa splendeur. Bobby, va falloir aller le chercher. Va falloir aller chercher ce titre. Je ne sais pas qui c'est qui vont lui coller en face à SummerSlam. Mais quoi qu'il arrive, le Bobby Lashley, pour aller lui prendre sa ceinture, eh ben, va falloir en faire pas mal parce que là, il m'apparaît comme il a jamais été aussi fort à la WWE, quoi. Et il est impressionnant, quoi. Donc pour moi, Kofi n'avait aucune chance. Finalement, et la surprise sera peut-être été que je m'attendais pas à ce que Kofi prenne une telle avoinée pendant 8 minutes et se fasse tellement éclater, quoi. Au bout d'un moment, je souffrais pour lui, quoi. Je me dis, non, mais là, après, au bout de 3-4 minutes, je me suis dit, non, mais là, faut qu'ils arrêtent, quoi. Et en fait, j'étais étonné de les voir continuer et continuer de voir le Bobby à en mettre des couches. Et il lui a tout fait, quoi. Et le Kofi, j'espère qu'il a un bon chiropracteur parce qu'il a passé une sale soirée. Papy, copie impeccable là pour ton Bobby chéri. Oui, bah, il a fait la copie impeccable pour redevenir dominant et rester heel. Parce que mine de rien, on parlait tout à l'heure du fait qu'il ne suivait pas forcément les alignements.
Là, pour le coup, il a hué Lashley comme il le fallait. Et puis, plus il en rajoutait, plus il avait envie de le huer. C'est l'avantage de tabasser un babyface comme Kofi, quoi. Même si Kofi, ces derniers temps, il était pas forcément toujours net, mais là, du coup, le voir se faire massacrer, ça l'a rendu sympathique, je pense, aux yeux du public. Et il a pris sa branlée, ça m'a rappelé un peu la branlée qu'avait pris Cena contre Lesnar à une époque, où il avait pas sorti un Ouais, move et qu'il s'était fait À SummerSlam, ouais. aligner. Ouais, c'est à SummerSlam? Ouais, c'est ouais. peut-être ça, ouais. Il avait À massacré SummerSlam, là ouais. pendant de longues minutes. Et ben là, c'est un peu la même chose. Donc ça resitue tout de suite Lashley. Moi, je me souviens que Lesnar à l'époque, le jour où il a fait ça, je crois que c'est le jour où il a vraiment redémarré son run de retour de la WWE, parce que jusque-là, il perdait comme pas mal de matchs, Lesnar. Et du moment où il a tué Cena, après, il a tué tout le monde, en fait. Bah, c'était le soir où il a inventé Suplex City surtout. Aussi, tout à fait. Et donc là, je pense que ce sera un peu pareil pour Lashley. C'est le fameux match des 16 souplexes qu'avait pris Cena dans la gueule à Mm. SummerSlam. Voilà, donc là, c'est un peu plus varié, mais le À résultat est le peine. même. Le Ouais. résultat est le même. Le pauvre Kofi, là, il a même plus la force de taper à la fin tellement il est écrasé. Je pense, moi j'aime bien Kofi, hein, mais pour le coup, je pense que c'est pas grave pour lui parce que voilà, il a résisté, il s'est fait battre et puis de toute façon, il se relèvera. Le mec, il a déjà été champion du monde à WrestleMania. Il est multi champion de tout ce qu'il veut. Je m'inquiète pas pour lui, le brave Kofi. Oui, les meilleurs moments de sa carrière sont déjà faits, hein, je pense, pour Kofi. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Je regrette presque, mais en fait, finalement, c'est bien qu'il fasse pas ça plus souvent. Mais c'est vrai que le fait que ça soit rare, c'est cool. C'est effectivement une feud qui, moi, m'a jamais trop intéressé parce que j'avais aucune chance de voir Kofi gagner. Ça se voyait que c'était la transition entre Drew McIntyre et autre chose. Même tout ce qu'a dit Kofi au micro et Xavier Woods, ça m'a jamais trop passionné. Et donc, bah, si j'en avais eu un match un peu disputé, comme on a eu à Raw là entre les deux, et puis finalement Bobby qui gagne ou autre, ça aurait été assez oubliable. Alors que là, putain, se rouler dessus comme ça, je pense que je vais m'en souvenir un moment. Et c'est beau. Enfin, vraiment, moi, pendant tout le match, j'espérais que ça, en fait. Je me dis, pourvu qu'on va pas avoir, au bout de 5 minutes de match, genre Lashley qui fonce sur le poteau, puis Kofi, hop, il l'évite. Alors merde, Lashley il traverse les barricades, et puis après Kofi il revient en force, il fait un boom drop, un SOS, un machin, tout ça. Non, on est allé jusqu'au bout, quoi. Ce match-là était une seule et unique longue marche vers l'enfer pour Kofi, et j'ai trouvé ça vachement pertinent parce que quand on a des feuds, on dit souvent à la WWE, des fois les mecs ils se croisent trop souvent, mais en même temps, si on veut construire une feud, il faut qu'ils s'affrontent plusieurs fois. Et là, on a une gradation, quoi. On a eu des matchs où Lashley s'est fait un peu surprendre par Kofi Kingston, il s'est fait surprendre par Xavier Woods, il a été très énervé, ben voilà. Bon, c'est assez facile comme histoire, hein. Le mode bestial est enclenché, là il a viré ses ouzes, il a menacé MVP, là il est dans la Killer Instinct, mais ça marche bien. Et effectivement, il faudra aller le chercher. Alors, il a été heal, mais quand même, quand il a commencé à faire je sais plus quelle prise à Kofi, là, une fois, deux fois, la foule a réclamé un one more time, mais il a su bien répondre. Il a engueulé le public, donc ça a attiré les huées. Non, moi, ça m'a beaucoup plu, là. Ça m'a réveillé, enfin, ça m'a réveillé. Je dormais pas, j'aimais bien le début de show, mais je me suis dit, là, on a un truc qui marche avec le public, justement. Ça, avec le Thunderdome, ça aurait moins bien marché. Mais là, c'est nickel, quoi. On était tous hyper mal à l'aise pour Kofi, le pauvre. Angoisse, quoi, dans la salle. Pour nous calmer tout ça, il nous faut un peu de douceur féminine, hein, les mecs. Ah oui, vice Oui. de la douceur féminine. Donc voilà, et ben on a de la douceur féminine avec Rhea Ripley et Charlotte Flair. C'est le deuxième match pour un triple. Ouais, Becky. Oh, c'est tout. excusez-moi. Ah, et voilà, Papy a bien compris. Papy était au Texas hier soir. Et Papy a bien compris que la foule avait réclamé Becky Lynch pendant le début du match, hein, ce qui a entraîné un vilain geste de la part de Charlotte Flair, Et pour cause. qui a montré son majeur au public, hein. Elle était pas contente qu'on appelle Becky Lynch, hein. Elle était vénère. Mais une elle a bien fait sa heal et du coup, ça a bien tout de suite chauffé tout le monde. Ouais, 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 et la WWE a bien réussi à presque cacher, ce geste Patrick PG. Enfin bon, le match se lance, il est assez équilibré, hein, toujours entre les 2 jeunes femmes, ça enchaîne des coups de coude, des closest lines assez vite. Charlotte Flair qui domine plutôt, au début, mais Rhea Ripley qui, depuis les escaliers fait un senton bomb sur Charlotte qui était dehors. Elle lui envoie des souplesses, Charlotte place un big boot, en échange.
Rhea Ripley tente son Riptide et Charlotte la retient en plein vol, mais qu'à cela ne tienne, l'Australienne transforme ça en une énorme souplesse. Charlotte va lui rendre la monnaie de sa pièce en faisant son classique moonsault depuis le turnbuckle sur l'extérieur du ring. Rhea Ripley retente son Riptide qui est contré en un superbe DDT. Il y a de l'ambiance, hein, la Nearfall vraiment à 2,99. Charlotte tente un big boot que Rhea Ripley évite, mais elle se prend le coup de coude par derrière. Ça, c'est du Andrade style. Et là-dessus, elle tente un pin, Charlotte, mais elle a mis le pied sur la corde. Et l'arbitre le voit. Et Charlotte, bon, elle dit d'accord, ok, on s'énerve pas, les arbitres, on continue. Elle prend Rhea Ripley et pour lui faire un natural selection depuis le turnbuckle. Et là, on se dit ça passe. Et ça ne passe toujours pas. L'Australienne, elle est résistante. Mais Charlotte Flair, eh ben, c'est Charlotte Flair. Alors elle prend la cheville de Rhea Ripley, elle la coince dans les escaliers, là, elle lui pète la cheville à plusieurs reprises, elle lui place un figure 8. Rhea Ripley, elle a très mal, elle hésite, elle a vraiment très très mal, mais elle hésite, mais elle finit par taper. Charlotte Flair remporte son énième titre mondial. Et Rhea Ripley, finalement, n'y arrive toujours pas. Mais est-ce que c'était pas mal quand même, tonton? C'était pas mal et écoute, ce qui était intéressant dans ce match, en fait, c'est que je pense que les 2 filles sont arrivées, dans une ambiance qui leur était pas favorable. Le public avait pas l'air, particulièrement ravi d'avoir ce match. Alors effectivement, on a vite, au bout de 2-3 minutes, on a eu le droit au We Want Becky. Alors là, il y a une explication un peu à ça, hein. Parce que Becky a trollé le public à mort. J'ai trouvé ça excellent en fait. Parce que moi, alors, pour le coup, moi j'ai regardé le pay-per-view en direct, chose que je fais extrêmement rarement. Mais je voulais fêter le début de mes vacances par un beau pay-per-view en direct. Et du coup, en même temps, je traînais un peu sur le Twitter catch-up. Et que vois-je sur Twitter? Je vois que Becky se fait prendre en photo devant le building de Fort Worth, là, au Texas, juste avant le pay-per-view. Donc, comme les Américains étaient tous sur Twitter à ce moment-là, ils ont tous vu Becky devant le building. Donc, tous les Américains qui participaient au pay-per-view se sont dit ah bah là c'est bon, Becky elle va intervenir dans le match entre Rhea et Charlotte. Et ben non, et ben non, la Becky elle a trollé tout le monde et elle n'est pas arrivée. Et c'est là où j'ai trouvé que Rhea et Charlotte étaient très fortes parce que petit à petit le match avançait. Alors le match, attention, il a duré presque 17 minutes, hein, 16 minutes 48 exactement. Et au fur et à mesure que le match avançait, eh ben, on a senti que le public commençait à se retourner et commençait à apprécier de plus en plus le déroulé. Et au final, c'est un très très bon match. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un très très bon match. Et presque surpris que Rhea perde le titre derrière. Alors, on en est à combien? Au 76e titre de Charlotte Flair? Je sais même plus à combien on en est là, mais j'ai trouvé que c'était une opération réussie encore une fois et un des meilleurs matchs féminins depuis le début de l'année. Et vraiment, vraiment, vraiment une belle réussite, grosse agressivité des deux côtés. Ouais, une Charlotte toujours excitée. Et puis une Charlotte toujours quasiment, c'est incroyable, hein, le nombre de fois dans les matchs où elle est au bord des larmes. Je sais pas si c'est quoi, c'est les nerfs, je sais pas si c'est, je sais pas qu'est-ce qui fait en elle que c'est quelque chose qui se répète assez régulièrement. Mais je crois que c'est suite à un near fall où elle est assise au milieu du ring et elle est à la fois folle de colère et elle a les larmes aux yeux, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Vraiment, moi, j'ai été ravi. Assez surpris, finalement, par la victoire de Charlotte. Alors, évidemment, dès aujourd'hui, hein, ça a créé tout un tas de polémiques parce qu'il y a les anti, il y a les pro-Charlotte, hein. Il y a ceux qui trouvent que c'est un total scandale qu'on ait à nouveau donné la ceinture à la Miss Flair. Dans les arguments, entre autres, c'est que beaucoup de haters disent que mais c'est pas possible, Charlotte, elle a 50 000 title shots en permanence, donc du coup, bah voilà, elle gagne le titre sans arrêt, mais il y en a marre, etc. Et puis de l'autre côté, bah, tu as les adorateurs, donc bon là, leurs arguments, ils sont, on va dire, assez faciles. Mais je trouve que c'était plutôt bien foutu et j'ai bien aimé le fait que les deux filles soient capables de retourner le public en cours de route parce que finalement, d'un truc où elles se faisaient troller à base de We Want Becky, et bah, ça s'est terminé au bout d'un moment par des This is Awesome. Donc là, quand ça se passe comme ça, bah, moi je dis que le job est réussi. Papy, es-tu un Charlotte hater ou un adorateur? Je me considère ni l'un ni l'autre. Après, moi j'aime bien Charlotte globalement, mais je suis pas un adorateur non plus, quoi. Mais
s'il y a des haters, bah, il faut aussi qu'ils regardent les matchs du Rhea Ripley depuis qu'il est monté dans le main roster. Et puis, bah, bizarrement, le seul bon match qu'elle fait, c'est contre Charlotte. Donc, il y a peut-être un lien, messieurs les haters. Non, globalement, alors, bah, en fait, je fais partie de ces gens qui ont été un peu retournés par ce match-là. Alors, non pas que j'attendais Becky, je m'en foutais un peu, à vrai dire, mais par contre, bah, moi, j'étais pas. Toi, autant Tonton a été hypé par le tag team, autant toi, tu as décollé au moment de Bobby Lashley qui explosait tout le monde. Autant moi, jusqu'à ce moment-là du match, et au début du match, j'étais pas encore super chaud dans le pay-per-view. Les 3 premiers matchs, je m'étais pas super emballé. Et donc, c'est ce match-là, en fait, qui a commencé à me faire vraiment m'intéresser au show. Et notamment parce que bah, les filles, elles ont vraiment déployé des grosses prises. Il y a un moment une prise là où Ripley arrête Charlotte dans les airs, elle la fait tourner autour d'elle, puis elle le finit en chandelle. Enfin, un truc qui est de manière physique impressionnant des deux, parce que Charlotte, elle est en bout, il a fallu qu'elle se relève pour se foutre en chandelle, fallait le faire quand même. Et les deux, là, elles ont fait un gros show avec une belle histoire à raconter. Bah, le fait que Charlotte prenne la ceinture, moi, ça me dérange pas tant que ça. Je m'en fous de son nombre de ceintures. Et puis, comme je disais, je trouvais que le règne de Rhea Ripley était vraiment pas terrible. Donc, si on passe à Charlotte, en plus, qui va bien gérer la partie heel, si ça permet en plus à Rhea, pense ça, de naviguer un peu plus au niveau en dessous et de se refaire un peu la cerise et repartir plus forte que jamais, ça me va très bien. Non, mais j'ai rien à redire sur ce match-là. Il était franchement cool, franchement bien foutu. Et puis, bah voilà, les filles, elles étaient dans une ambiance hostile comme pas possible. Et elles ont réussi à retourner la foule. Et pourtant, j'ai maudit les bookers d'Euro au début du match. Je me suis dit, putain, voilà, à faire une rivalité toute moisie là, pendant des semaines, bah voilà, vous avez réussi. Les deux, elles sont huées par le public. Mais non, heureusement, les filles, elles ont assuré. Bravo, les filles. Ouais, je pense qu'il y a aucune contestation depuis que cette feud existe, c'est le meilleur match, hein, de la feud. Comme tu dis, Papy, sûrement le meilleur match de Rhea Ripley dans le main roster. Moi, je suis aussi retourné par ce match, hein. Quand ça a commencé, pour le coup, moi qui étais plutôt motivé par ce show, le Money in the Bank féminin, bon, j'aimais bien, l'Euro Tag Team, tout ça. Là, je me suis dit: «Tiens, c'est le premier match que j'ai pas trop envie de voir, en fait», et puis finalement, si, évidemment, c'était un excellent match, très spectaculaire, très long, avec des prises, très fortes et puis un public qui s'y est acquis petit à petit. Moi, je suis un peu déçu quand même pour Ripley. C'est vrai qu'elle a perdu, déjà dans le fameux WrestleMania, Corona Mania, son titre NXT à Charlotte. Là, au final, la rivalité est pas finie, mais bon, je n'imagine pas qu'elle récupérera le titre forcément de suite, donc c'est un peu, elle se casse encore les dents sur Charlotte. Mais en même temps, Charlotte, c'est Charlotte, et Charlotte, ça fait 5 ans, ou je ne sais pas combien, qu'elle est dans le main roster et qu'elle fait des matchs excellents. Rhea Ripley, peut-être pas tout à fait prête, comme tu dis. Moi, je la verrais bien partir à SmackDown après à l'automne. J'ai bien envie, par exemple, de voir Rhea Ripley contre Bianca Belair, justement, dans le main roster. Mais là, c'est pas encore, son moment n'est pas encore venu. Son positionnement est pas très clair. En plus, à Rhea Ripley, je trouve qu'elle fait pas une très très bonne heel parce qu'elle a plutôt une tête sympathique. Mais du coup, elle était pas trop positionnée en face. Enfin, c'était un petit peu mal foutu jusqu'à présent. Donc peut-être qu'on va passer à autre chose. Moi, j'avoue que je suis un peu surpris, hein, je spoil d'avance, mais effectivement, on ne verra pas Becky Lynch ce soir. Moi, ça me paraissait un moment idéal. Là, en plus, elle était partie à l'issue du Money in the Bank l'année dernière, puisqu'elle avait donné sa ceinture dans la mallette. Ça me semblait un moment idéal pour qu'elle revienne. Ça sera pas pour tout de suite, ça va peut-être pas tarder, on verra dans les semaines prochaines. Mais belle inversion de la foule, bien joué les femmes. Moi, j'ai rien à redire, super rencontre. Ouais, et puis, enfin, franchement, Ripley, faut pas s'inquiéter pas. Je crois qu'elle a quoi? Elle a 10 ou 15 ans de moins que Charlotte. Enfin, elle a tout le temps Elle est Ouais, toute de se jeune. refaire la elle a elle a 23 ans, je crois. Charlotte a peut-être pas voilà, 38 ans, mais bah, elle a passé largement les 35 Charlotte, je pense, hein, quand même. Non? J'ai une bêtise, peut-être 36? pas Bon, peut-être bref, dans ça. en tout cas, Ouais, il y a au moins 10 ans, il y a plus de 10 ans d'écart, ça c'est certain. ouais. Et puis donc voilà, elle a largement le temps de se faire sa carrière, hein. C'est énorme déjà qu'elle soit à ce niveau-là en étant si jeune, hein. Ah, c'est clair. Non, mais, Et Charlotte, tu ouais, dis Rhea Ripley, elle a 24 ans. Et tu disais, Raphaël, tu parlais à l'automne, mais en fait, le draft va avoir lieu dès la fin août, hein. Donc, on va être vite fixé sur le chemin que vont prendre les différentes filles. Et, d'accord. euh, et elles ont 10 ans d'écart, hein, pour la petite info, elles ont 10 Ah, ans bon, d'écart, hein. je me suis enflammé. Mmh. Charlotte, elle a 34 ans. Ah Ah ouais, bah je voyais plus que 35, tu vois, je me suis trompé. Désolé Charlotte, je t'ai ouais. vu plus vieille. Charlotte.
Mais elle est Donc là depuis Rhea, elle est toujours, quoi. jeune encore. Et Rhea, elle est encore, j'ai presque envie de dire qu'elle est encore en phase d'apprentissage presque. Ouais. Rhea, tu verras que si elle reste, parce qu'on ne sait jamais à la WWE, hein, mais si elle fait une longue carrière à la WWE, tu verras que à terme, c'est une nana qui va avoir un gros palmarès et qui est encore en plein apprentissage et qui nous réserve de belles surprises. Moi, je suis pas du tout inquiet pour cette fille-là. Et je trouve que là, le test qu'elle vient de passer justement face à Charlotte, la première fois pour son titre NXT face à Charlotte déjà à WrestleMania 36, où elle perd, et là elle retrouve Charlotte encore en 1 contre 1 à Money in the Bank cette fois, et elle perd encore. Voilà, les défaites, ça construit, et je suis pas inquiet pour Rhea, elle reviendra fort, et elle a largement le temps, parce qu'elle est très jeune. Dans ce business, 24 ans, c'est un bébé encore dans ce business. Dans la vie en général, effectivement. Bon allez, bon courage pour se remettre de tout ça, Rhea Ripley. Et nous arrivons, un petit peu à notre, pas tête d'affiche, mais à un moment le plus excitant du pay-per-view, le Money in the Bank match chez les hommes masculins. Avec un casting dont on a parlé ces dernières semaines, un casting étonnant, mais finalement qui fait, pas mal sur le papier. Nous avons donc Kevin Owens, Ricochet, Riddle, Nakamura, Big E, John Morrison, Seth Rollins et Drew McIntyre. Alors avant que ça commence, on a, Riddle qui est avec Rick Boogs en coulisses et qui fait chanter à ce dernier la musique d'entrée de Randy Orton, I Hear Voices, avec Nakamura aussi qui fredonne. Ce qui fait lever un sourcil à Kevin Owens avant d'arriver sur le ring, hein. Owens, lui, il arrive tout seul, voilà, il n'a pas de pote. John Morrison, il arrive avec, le Miz est là, hein, je crois, mais il reste pas, je sais plus. Le Miz est Bah, là? Morrison demande au Miz de rentrer dans la coulisse. Il lui Ah dit oui, je vais gérer, c'est mon match. je me Et souvenais Miz plus. rentre du coup. J'ai pas vu ça. Donc, gros casting. Les 8 hommes sont sur le ring. On commence d'abord par un petit enchaînement par Riddle et Ricochet qui sautent l'un puis l'autre sur Seth Rollins et John Morrison à l'extérieur du ring. Drew McIntyre et Big E se toisent à plusieurs reprises. Ils essayent d'être en 1 contre 1, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui remonte sur le ring. Drew réussit à faire une souplesse à Big E, mais Big E, lui fait son splash à travers les cordes comme d'habitude. John Morrison grimpe sur l'échelle, sur le dos de Nakamura, ça part un petit peu dans tous les sens. La foule chante la pop de John Morrison, hein, John et Drip Drip à fond, grosse popularité. Tout d'un coup, Morrison et Seth Rollins font alliance et ça va durer un long moment. Ils attrapent notamment l'échelle, une échelle tous les deux là, à l'horizontale et puis ils l'utilisent pour taper la gueule de tout le monde. Kevin Owens va faire un backflip sur cette fameuse échelle pour faire tomber Seth Rollins et John Morrison, mais les deux vont se relever puis lui placer une souplesse sur l'arête de l'échelle sur le ring. Il s'occupe ensuite de Drew McIntyre, puis, eh ben, ça devait pas durer. Seth Rollins finit par trahir John Morrison en lui foutant un coup d'échelle. Puis il tente de grimper, mais Matt Riddle débarque et lui fait un RKO. RKO sur Seth Rollins. On a ensuite un échange que j'ai trouvé plutôt sympa entre Matt Riddle et Nakamura, là, coup de pied à la volée dans tous les sens. Les deux hommes prendront simultanément un double Claymore, pouf, dans la tronche. Drew McIntyre qui continue en faisant un Alabama Slam à ricochet sur les échelles qui étaient dans le coin. Et Drew McIntyre va carrément faire un suicide dive sur tout le monde qui est à l'extérieur du ring. Il remonte et il Claymore Seth Rollins qui était encore là. Donc voilà, Drew McIntyre a déroulé. Drew McIntyre est plus fort que tout le monde. Drew McIntyre une tête de plus que tout le monde. Il commence à grimper à l'échelle, mais le voici attaqué par les Indiens. Alors pas avec les arcs et les flèches, hein, les vrais Indiens d'Inde. Jinder Mahal et ses deux copains qui viennent le tabasser avec une chaise et qui font rien de moins que de l'emporter avec eux. Ça c'est assez malin, hein, d'habitude. Dans ce genre de match, quand on a des heels qui interviennent, ils tabassent quelqu'un, puis finalement ils s'en vont. Mais là, non, ils le prennent avec lui. Ils sont sûrs qu'il va pas gagner, Drew McIntyre. Donc voilà, mauvais coup de la part de Jinder Mahal. Bah, le match continue, hein, Ricochet essaie de grimper à l'échelle, il se fait tomber du haut de l'échelle par Matt Riddle, mais il finit ça en Senton Bomb sur tous ceux qui sont dehors. Là aussi, un move assez impressionnant, très impressionnant, même la foule écarquille les yeux. Riddle continue de se prendre pour Randy Orton, il fait un RKO sur Biggie et sur Ricochet, mais il se prend un curb stomp de Seth Rollins. Seth Rollins qui n'a pas le temps de pavoiser et qui prend une sorte de go-to-sleep de Nakamura. Nakamura grimpe, il est pas loin d'attraper la mallette, mais John Morrison lui envoie son dripstick et lui envoie de l'eau dans la tronche. Kevin Owens fait un stunner à John Morrison, à Nakamura, une pop-up powerbomb à Ricochet.
Il a l'air bien parti là, Kevin Owens. Il monte, il grimpe, c'est un de nos favoris, un de nos petits chouchous, mais Seth Rollins l'attrape et lui fait une powerbomb sur une échelle qui traînait dehors, qui était couchée à l'horizontale entre le ring et la table des commentateurs. L'échelle se brise. Kevin Owens sûrement aussi. La soirée sera difficile, la fin de soirée sera douloureuse. Kevin Owens hors de l'équation. Seth Rollins s'approche de la mallette. Il encaisse un big ending de Biggie depuis le sommet de l'échelle et Biggie remonte pour décrocher la timbale. Il y avait finalement du monde là, il y avait des pronostics, c'était varié. Il avait une bonne cote, hein, je crois, parmi le peuple de ketchup. Et bien voilà, Biggie gagne ce Money in the Bank. Biggie, très probablement, là on peut le dire, un futur champion du monde. Bah finalement, après tout ça, Papy, content, pas content? Ah, content parce que moi en plus j'ai parié Biggie, donc du coup Ah, ça, voilà, bon ça va prono me faire alors. plein de points au concours de pronos de Ringside. Ah oui, Le jour où il se mettra à compter les points à Ringside. Euh, mais du coup, moi j'étais forcément content. J'étais surtout content de la qualité du match en fait, hein, parce que là, globalement, il y a pas grand-chose à acheter. Là, les gars, les 8, ils se sont envoyés. Sur les 8, il y en avait 6 qui avaient une popularité énorme. Alors, il y avait un peu de Nakamura et Ricochet, un peu moins au début du match. Et puis au final, au fur et à mesure que ça a monté, bah, plus c'était spectaculaire, plus il prenait de la pop. Même Nakamura, alors pourtant Nakamura c'est une grosse feignasse, bah, là il a quand même été très présent, j'ai trouvé. Enfin, moi je l'ai trouvé parfaitement intégré dans ce match-là. Il faisait pas tâche. Ricochet, on t'en a parlé, il a fait des bons moves, notamment en marchant sur les cordes. Là, c'est vraiment un mec super. Comment on pourrait ça funambule quoi. Il est super à l'aise sur les cordes, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis voilà, il y a plein de moments qu'on te saura citer. Le départ de Drew, c'était pas mal, un peu trop téléphoné, j'ai trouvé. Et puis surtout, en fait, c'est chiant, c'est que tu te retrouves avec 2 matchs où tu élimines quelqu'un pour soit tu l'enterres, soit tu fais partir du truc. Mais bon, à part, c'est pas exceptionnel non plus, mais bon, ça, c'était pas non plus choquant. Et puis bah voilà, un Biggie qui j'étais étonné parce que j'avais peur qu'il se retombait par rapport à la foule des faveurs. Mais dès qu'il a commencé le match, il s'est tout de suite retrouvé super soutenu. Puis bah le finish, c'est une explosion de joie quoi. Le fait qu'il batte en plus Rollins, qui était comme le identifié le pire, vu que c'est lui qui trahit Morrison aussi. Bah ouais, non mais nickel, nickel, nickel Chrome la façon dont c'était raconté, nickel Chrome pour mes points au concours de prono. Et puis bravo Biggie. bravo Biggie, tonton, t'es content aussi? Bah, le vainqueur, moi, je t'avoue que je suis un peu déçu, hein. Le vainqueur, moi, j'espérais fortement Kevin Owens, puisque moi, je suis convaincu depuis des années que Kevin Owens ferait un porteur de mallette phénoménal. Et que malheureusement, bah, lui aussi, un peu à l'image de Natalia qui est maudite, et ben, j'ai un peu l'impression que KO, il est aussi maudit. Et que je me demande si un jour il le gagnera, cette mallette. Et je trouve que c'est très très dommage pour les storylines tout au long de l'année. Alors je sais que ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais Biggie me paraît beaucoup plus lisse comme porteur de mallette, même si je n'ai aucun doute sur le fait que Biggie sera champion du monde à terme, parce que vu la puissance que dégage ce garçon, je vois pas comment il pourrait foirer son cash-in, quoi. Et donc je pense que pour Biggie, là, c'est du tout bénef. Il vient de s'ouvrir un gros gros livret A, et là, maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quand il prendra la ceinture. Mais par contre, c'était génial, hein, le fait quand il gagne à la fin, il y a une pop monumentale chez les Texans là. Tous les mecs avec leur chapeau de cow-boy et avec leur burger dans la bouche là, ils ont un peu lâché leur bouffe et vraiment ils sont sortis les doigts du cul pour la pop de la fin là parce que ça c'était vraiment énorme. Et puis bah le match en lui-même, c'était que du bonheur. 18 minutes, mais 18 minutes, j'en aurais bien pris 10 de plus moi, hein, sans aucun problème, hein. Ricky a été fantastique, quoi. De toute façon, je ne tarirai jamais assez d'éloges sur ce garçon. Il a été mais incroyable, quoi. Pour moi, c'est quasi pas loin d'être le MVP du match. Et vraiment, vraiment, mais le match a été bien rythmé. Comme toi, Raphaël, j'ai trouvé très très bien le fait que les Indiens embarquent Drew. Je trouve que c'était une très très bonne solution. Drew, qui était vraiment le bel homme, c'était vraiment le powerhouse de ce match, sans faire injure à Biggie, mais Biggie fait quand même 15 cm de moins que notre ami Drew. Et j'ai trouvé que pour éliminer Drew du match, et ben, j'ai trouvé que c'était une très bonne option que les Indiens l'embarquent. Bizarrement, je suis assez enthousiaste à l'idée de cette feud entre Jinder et Drew. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, c'est assez bizarre. J'ai jamais été un grand fanat de Jinder Mahal, mais là, bizarrement, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Alors, on en a parlé aussi encore un peu avec Papy. Avec Papy, on a beaucoup parlé hors antenne, hein. Mais ça éloigne un petit peu Drew du main event pendant quelques temps. Ça va un peu le rafraîchir. Ça va lui permettre d'avoir une feud avec un heel naturel et donc continuer à renforcer son côté babyface. Donc, je trouve que ça, c'est une bonne opération. Et puis voilà, grosso merdo, le match a été plein de spots incroyables. La powerbomb de Seth Rollins sur KO, waouh! Ouh, j'ai eu mal pour KO, et puis bah, ça enterrait tous mes espoirs de le voir gagner, hein, parce qu'à partir du moment où il prend la powerbomb, j'ai bien compris que c'était fini, quoi, de toute façon, pour lui. Mais le match a été tellement bon que finalement, cette déception de la défaite de Biggie, c'est pas envers Biggie que je l'ai, c'était juste que vraiment, moi, vraiment, mon favori du match, c'était KO, quoi. Donc, mais c'était vraiment un très très bon match, vraiment un des meilleurs leader matchs qu'on ait eu depuis pas mal de temps. Bon, faut dire, là, on vient de se sortir de 16 ou 17 mois de Corona Mania, donc quelque part, c'était peut-être pas difficile de nous sortir un beau match, mais ils ont réussi, ils ont délivré la marchandise, et vraiment, c'était encore une fois, que du bonheur ce match. Et encore, je trouve qu'on a eu des bons leader match. Enfin, c'est une stipulation qui a plutôt réussi à s'en sortir avec le Thunderdome, hein. J'ai quelques matchs en mémoire. Mais sinon, je suis d'accord avec vous, c'était très très grosse opposition. Moi, j'étais globalement très content du match. Je suis de plus en plus satisfait par Riddle, que j'aimais pas trop au début, mais je trouve qu'il est impeccable. Le jeune garçon, lui aussi, il est jeune, il apprend et il se fait vraiment plaisir. Ça a l'air de, bah, il a l'air de kiffer ce qu'il fait et de s'amuser avec les autres. Moi, j'ai bien aimé le segment de départ de Drew, et je trouve que les Indiens, moi aussi, ça me plaît bien cette feud. Et je suis d'accord avec Papy. Je vois que Tonton, t'étais pas tout à fait convaincu par ça, mais je trouve que Drew a eu parfois une pop un petit peu mitigée, et il n'était pas au top de la pop, il était en dessous de certains autres participants. Je crois que la foule avait été contente de voir globalement un peu tout le monde, hein, tu vois, même Seth Rollins, qui était le plus méchant de tous, il est quand même souvent acclamé, Seth Rollins, parce que mine de rien, on est content, je pense, de voir Seth Rollins quand on va dans un stade. Et globalement, les enchaînements étaient super chouettes. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Moi, je suis un peu déçu parce que, bah, je l'ai déjà dit et je n'arrêterai pas de le dire, mais pour moi, le Money in the Bank, le gagnant parfait du Money in the Bank, c'est un mec qui n'aurait pas pu accéder à un title shot, ou en tout cas à un titre mondial, sans cette opportunité. C'est quelqu'un qui utilise le Money in the Bank vraiment comme un marchepied pour le main event. Typiquement, c'est Dolph Ziggler, c'est parfait. Le Miz aussi. Bah, Seth Rollins, quand il a gagné la première fois, c'était un petit peu ça. Voilà, des noms comme ça. Et c'est vrai que quand c'est des John Cena, des Braun Strowman, des Brock Lesnar qui le gagnent, ça fait pas pareil. Et pour moi, Biggie, c'est presque un aveu d'échec, parce que Biggie, il a le potentiel physique, catchesque et au micro pour être. Il aurait pu devenir main eventer sans ça, en fait. Mais et je suis un peu mesuré, parce que moi j'ai assez peur effectivement qu'il soit un porteur de mallette chiant. C'est-à-dire, si on le voit encore avec son canapé au bord du ring là, avec sa mallette à regarder des matchs, ça j'aime pas du tout quand il fait ça. Et par contre, moi j'ai une hypothèse pour vous, j'ai du fantasy booking à vous soumettre, les amis. Ah, donc on va pouvoir comparer. Voilà, alors après ce qui vient de se passer ce soir, moi je pense que Biggie, il faut qu'il cache sur Bobby Lashley pour venger Kofi Kingston. Et ben, je pense comme toi. Et je Ah ben, pense, et c'était mon prono quand j'ai fait les pronos, j'avais dit Biggie parce que je pensais que potentiellement Biggie pouvait devenir le nouveau man de MVP, qui s'est quand même fait bien rudoyer par Lashley, et que du coup, bah, vu qu'il draguait absolument Kofi, bah, peut-être que du coup il va prendre Biggie. ah, c'est encore plus tordu que ce que je voyais. Moi, Ouais, bah, moi j'allais. c'est très tordu, hein. Non, mais c'est pas con. Moi, j'allais pas si loin. Je voyais juste le retour du New Day, parce que je trouve que, mine de rien, le New Day à deux d'un côté et un de l'autre, ça marche pas tant que ça. J'ai pas trop envie de voir Biggie là en ce moment autour de Roman Reigns, etc. Alors après, un cash-in, ça peut être très long, hein. Il peut cash-in en janvier, en février, tout ça. L'équation a le temps de changer. Mais si on part sur un cash-in dans les prochaines semaines ou assez court, moi, je trouve que sur le principe, après avoir affronté Xavier Woods et Kofi Kingston, ça serait assez logique. Et puis Bobby Lashley, Biggie, je trouve que l'affiche a de la gueule et me plaît bien physiquement, verbalement. Et ça permettrait un draft assez naturel, mais on en est encore loin d'ici à ce qu'il cache. Tous les championnats peuvent avoir changé de main, mais ça me plairait bien, je trouve. Ouais, non, mais ouais, effectivement, moi je suis comme toi, je le vois plus aller côté Raw. SmackDown, bah, ouais, je sais pas pourquoi je le sens pas en fait. Effectivement, c'est peut-être le fait qu'il est plafonné là pendant
pendant autant de temps à SmackDown que du coup, je le vois pas de ce côté-là et côté Raw, ça donnerait un petit vent de fraîcheur en plus et puis il repartirait, comme en 40. Tonton, une opinion là-dessus, un booking? Bah ouais, j'avais pas pensé à ce que vous venez d'évoquer là, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça sous-entendrait déjà un draft de notre ami Biggie à la fin août là. Et Pas forcément, hein. Pas forcément. Il peut C'est cacher et se faire drafter grâce au cash-in. Ouais. ah ouais, c'est possible ça, réglementairement parlant? Ah Ah, bah, je pense, ouais. hein. Maintenant, Cash-in, c'est tu des peux lâcher où tu veux, Mais hein. moi, ouais, ouais, c'est des bah, la preuve, non, j'ai dit Charlotte a merde. caché. Oui, non, Non, c'est le Charlotte, elle a gagné Rumble. le Royal Rumble, mais Mais pour c'est moi, le le même principe. cash-in. ouais, je pensais qu'on ne pouvait cacher que sur la brand dans laquelle on était. Ah ouais, 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 effectivement, ouais, d'accord, ouais, ok. J'avais un doute hein, là-dessus. Hein, au niveau règlement, là, je pensais que quand on cachait, en fait, on ne pouvait cacher que dans la brand dans laquelle on était présent. Donc je pensais qu'effectivement, votre hypothèse ne pouvait que sous-entendre un draft de Biggie. Mais maintenant que vous me le dites, et bah effectivement, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Là où je vous rejoins, par contre, sur le fait, c'est que c'est bizarre. C'est que c'est vrai que j'arrive pas à imaginer Biggie caché sur Roman Reigns. Ça, c'est sûr. Ça, je vous cache pas que ça me paraît très compliqué, quoi. Et puis là où je te rejoins, Raphaël aussi, hein, enfin, c'est ce que j'avais dit un petit peu dans mon propos, c'est que moi, Biggie, en porteur de mallette, je suis un petit peu, ouais, je le trouve lisse, quoi, un petit peu sur certains aspects, et je trouve pas que ça soit. Moi, pour moi, le porteur de mallette, il faut que ça soit un mec qui est du bagou, qui est un filou, qui est de la stratégie. C'est pour ça que pour moi, Kevin Owens, c'est tellement un mec, c'est quasiment écrit pour lui le Money in the Bank, quoi. Et je ne comprends pas que ce gars n'ait jamais eu la mallette, quoi. Avec Kevin Owens, ils auraient un an de storyline devant eux, mais les doigts dans le nez, quoi. Avec Biggie, ça me paraît vachement plus compliqué. Comme tu l'as dit, Raphaël, si c'est pour le voir venir squatter aux commentaires, se foutre dans ses canapés et machin, etc., moi aussi, j'avoue que ça va pas m'emballer des masses, quoi. Alors que j'aime bien le catcheur en lui-même, quoi. Mais je le trouve pas. Ah, je sais pas, il manque un espèce de petit truc, il manque du sel un peu avec Biggie, moi, pour moi, en tant que porteur de mallette. Après, je trouve qu'il mérite, hein, sur sa carrière générale à la WWE, je pense qu'il fait partie des gars qui méritent vraiment, il fait partie des gars qui a bossé comme un dingue pendant tout le Corona Mania, qui a été archi présent et tout ça. Donc, je suis loin de penser que c'est immérité cette victoire dans ce Money in the Bank. Mais pour moi, c'est pas le mec idéal en termes de porteur de mallette. Mais je vais rejoindre votre fantasy booking et je trouve que ça serait plutôt une bonne chose. Donc j'espère que les bookers de la WWE vont écouter cette review de catch-up. Ah, bah, ils ont intérêt, puis à s'abonner et à partager autour d'eux, comme vous autres, chers auditeurs. Tu me Ouais, rassures un ouais. peu, tonton, parce que là, je m'inquiétais quand tu as commencé à dire que Biggie, tout ça, il était pas forcément top comme détenteur de mallette. Parce que, alors, déjà, j'ai deux choses. D'une part, si on écoute Raphaël et dire que c'est la chance à ceux qui ont jamais trop de chance, bah, Biggie, c'est quand même plus valable que Kevin Owens, qui a déjà été champion universel, quand même, mine de rien. Il a déjà eu sa chance, Kevin Owens, tout en haut. C'est un main eventer, lui. Il est plus que main eventer. Si le truc Biggie manque de sel, bah, Nicky H, la bordel. C'est 100 fois pire que Biggie. Biggie, il a quand même plus de personnalité, là. Soyez gentils, là, Ouais, les gens. mais je dis pas qu'il a pas de personnalité, Biggie. C'est pas ça. C'est pas tellement mon propos en fait. C'est plutôt le fait que je sais pas, c'est pas un, tu vois, c'est pas un talker, c'est pas un trash talker comme peut l'être Kevin Owens. Et moi, je trouve vraiment que le porteur de mallette, il faut que ça soit un gros trash talker. Il faut que ça soit un mec qui soit capable comme ça de mettre une telle pression. Biggie, lui, sa pression, elle est physique, j'ai envie de dire, tu vois. Lui, c'est par sa masse, par sa puissance qu'il va dégager quelque chose. Peut-être que en termes de micro, tout ça, pour moi, c'est quand même pas Kevin Owens, quoi. Voilà, quoi. C'est pas Seth Rollins non plus. Tu vois, il est un petit peu en deçà. Par contre, je suis totalement d'accord avec vous. Oui, effectivement, pour un mec comme Biggie, pour gagner le titre de champion du monde, bah effectivement, la mallette, c'est peut-être la meilleure des solutions parce que pour lui, ça aurait été compliqué. Le main event est quand même vachement bouché, en particulier du côté de SmackDown, quoi. Raw encore, ça peut effectivement ça peut se gérer. Mais du côté de SmackDown, ça me paraît tellement impossible quand tu vois en plus, on va y arriver, mais quand tu vois un peu les gens qui squattent un peu le main event du côté du show bleu, ça fait peur quand même. Et on ne décollera pas tonton Chris de Kevin Owens. Après, je suis d'accord avec toi. Ah J'espère ouais, qu'il ouais.
Il pourra le gagner un jour, mais c'est vrai que Kevin Owens, de toute façon, là, ça fait quelques mois et quelques longs mois où il gagne pas, il gagne pas de titre ni rien. Il est un peu abonné maintenant aux énormes spots. Là, il saute du haut du gradin, il tombe sur une échelle, il pète tout, mais souvent il finit pas le match vainqueur. Moi, mon autre grand favori, il n'a pas été qualifié, c'était Sami Zayn. Biggie, je trouve il a eu de très bonnes promos et il a été exceptionnel au micro parfois au sein du New Day, qui nous donnait des fois la sensation de se dire putain, c'est vrai, genre le New Day ça a existé hein, comme trio pendant des années, mais il y a Biggie quand même que la WWE a un petit peu sous le coude, sous la pédale. Mais c'est vrai que depuis qu'ils l'ont lancé en solo, ben voilà, Intercontinental ça n'a pas marché, Apollo Crews lui a roulé dessus. Et c'est là, il faut le reconstruire. Donc je pense que le Kashi n'a pas intérêt à être demain, quoi. Il faudrait quelques semaines encore et il faudrait d'autres trucs sympas et une belle promo sérieuse au micro où il arriverait là à SmackDown pour nous dire, ben voilà, j'ai gagné, putain, c'est une opportunité en or, je suis un catcheur, c'est mon métier, c'est ma passion, je vais le cash in, je vais jouer les règles comme il faut, je vais faire attention, je vais être tapis dans l'ombre et puis je deviendrai champion et pas effectivement qu'il nous fasse un truc avec les yeux qui roulent, le grand sourire et puis qui regarde ses adversaires en leur balançant des céréales. On verra. Bien, ben on arrive au main event, les amis. Allons-y. Oui, allons-y gaiement. Et bien donc, le main event, vous le connaissez sûrement, c'est tout simplement l'affrontement final ultime entre Edge et Roman Reigns, le main event de WrestleMania que nous n'avons pas eu, hein, puisque Daniel Bryan s'était immiscé, Daniel Bryan dont on ne prononce quasiment jamais le nom, hein. Je ne sais pas, moi je ne suis pas leader cheat, je ne sais pas s'il est vraiment parti, s'il est en pause, s'il est parti fâché, mais en tout cas, Daniel Bryan, silence radio. Par contre, Seth Rollins, lui, avant le match, il est très très vénère d'avoir perdu le Money in the Bank et il nous dit: j'arrête les conneries, je suis Seth freaking Rollins, moi, normalement, quand je veux un truc, je le demande et je l'ai. Donc, bah, quiconque gagne entre Edge et Roman Reigns, bah, c'est moi le prochain. Je prends le prochain shot, je suis le prochain number one contender. Ma foi, il suffit de demander, hein. Qu'est-ce que t'en penses, papy? Tu veux le shot d'après, toi? Ouais, moi je prends après Seth. Mais Voilà. c'était pas mal ce petit segment très très court où Seth, en même temps, je pense qu'il a dit ce que tout le monde pense, hein, c'est que c'est fini les conneries, maintenant il faut qu'il retourne en main event. Hein. Tonton, avis partagé? Ouais, bon, je trouve que c'est dans la continuité un peu de ce qui se passe à SmackDown depuis plusieurs semaines maintenant. Seth, ça fait un moment là qu'il s'est complètement relancé et qui réclame à corps et à cri sa présence dans le main event. Et je trouve qu'il est totalement legit, donc ça me pose pas de problème. Euh, le seul truc, c'est qu'effectivement, bah, quand il y a eu ce segment avant le main event, je me suis dit, le 7, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il reste dans les environs, quoi. On verra, on verra. Il peut rester dans les environs pour regarder le match, hein. Après tout, il a pu constater l'énorme pop dont j'étais bien loin de m'imaginer, hein. Edge, je me demandais vraiment si ça allait bien marcher, puisque quand même il nous fait le coup lui aussi du mid-carder fantôme, mais non, hein, là on est au Texas. Peut-être que la plupart d'entre eux n'ont jamais vu Edge sur le ring, ou en tout cas pas depuis 10 ans. Donc forcément, dès que les premières notes du You Think You Know Me, c'est la folie. La foule est en feu. Quand Roman Reigns arrive, c'est beaucoup plus mitigé. Il a des huées, mais il y a aussi du soutien, hein. Il est devenu peut-être Il y a des Let's Go Roman, hein. ouais, plus adoré par les fameux marques, hein, les Smart et les marques. Les Smart l'acclament peut-être, les marques le U, mais en tout cas, il y a du bruit. Il y a beaucoup de bruit au début, comme tu l'as dit, tonton. La foule scande les deux noms, hein, Let's Go Edge, Let's Go Roman. C'est beaucoup de psychologie au début, ça se regarde. C'est assez équilibré. Paul Heyman, d'ailleurs, est obligé de motiver Roman Reigns à l'extérieur du ring, hein. Roman Reigns qui prend assez vite le dessus aussi par la force, qui essaye de gagner par un count-out, en sortant Edge et puis en rentrant à plusieurs reprises, mais ça marche pas. C'est assez long, hein. Roman Reigns, il fait une très longue soumission au sol à Edge, il lui tient le cou, une clé de cou, etc. Roman Reigns part pour un Superman Punch qui est évité, ça fait un big boot réciproque, tous les deux s'envoient un coup de pied dans la gueule, ils sont couchés au sol. Et là, ça signe le retour de Edge, le réveil de Edge qui place un Execution qui plusieurs fois tente de gagner, mais ça fait juste des near fall. Edge qui va même coincer Roman Reigns dans une prise de soumission qui ressemble étrangement beaucoup au STF de John Cena. Roman Reigns finit par attraper les cordes.
Edge se précipite pour un spear, Roman Reigns le chope au vol pour lui faire une guillotine, sa fameuse prise d'étranglement. Les deux adversaires roulent au sol. On part à l'extérieur du ring. Reigns s'élance pour un spear. Edge l'évite façon torero à la corrida. Et du coup, Roman Reigns traverse les barricades. Il se relève. Edge, lui, réussit son spear à travers les barricades. Donc Roman Reigns se prend 2 fois les barricades. Le Rated R Superstar ramène Roman Reigns in ring pour tenter de le tomber, mais ça fait un simple near fall. Le Samoan se réveille, il place un Superman Punch à Edge qui tombe sur le genou de l'arbitre Charles Robinson qui glisse au sol. Aïe, mon Dieu, les croisés sûrement. L'arbitre est out. L'arbitre est out et là, bizarrement, pas grand-chose se passe. Tout d'un coup, toute l'équipe médicale se précipite sur l'arbitre. Il y a même le mec, les officiels, là, le rouquin, celui qui se faisait tabasser par Nia Jax, ils arrivent. Il n'y en a pas un qui regarde le ring, voir ce qui se passe, et il n'y en a pas un qui amène un deuxième arbitre. Donc on évacue Charles Robinson, mais on n'a pas d'arbitre. Donc Roman Reigns, il en profite pour partir sur le bord du ring. Il chope l'outil qui est un petit peu l'outil symbolique de cette rivalité, c'est la barre du pied de la chaise, là, pour étrangler Edge, comme Edge lui avait fait subir la même chose à WrestleMania. Sauf que Edge réussit à renverser la prise et à tordre Roman Reigns de douleur dans cette soumission. Là-dessus, les Usos arrivent, mais ils sont suivis par les Mysterios Family qui les attaquent. Donc les Usos n'ont pas la possibilité d'intervenir, ils sont renvoyés dehors par les Mexicains. Seth Rollins débarque pour faire un gros kick à Edge qui était en train de placer sa prise de finition. Roman Reigns part pour un spear et il encaisse un spear de Edge au passage. L'arbitre, le nouvel arbitre, arrive à toute vitesse, il souffle pour une petite foulée, il fait 1, 2, near fall, simplement 2. Seth Rollins s'en profite pour revenir faire un petit coucou pour distraire Edge. Edge qui prend un énorme spear de Roman Reigns ensuite. Et c'est la victoire du Samoan après un match qui aura duré, tonton, 33 minutes. 33 minutes. Énorme rencontre, très très longue. Et puis on n'en finit pas du tout là-dessus, puisque en fait, Seth Rollins se précipite sur Edge pour le tabasser. Donc le Rated Superstar et l'architecte partent même dans les coulisses au milieu de la foule pour se tabasser, se mettre sur la gueule. Roman Reigns, il regarde ça d'un air dubitatif. Bon, il prend le micro. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il prend le micro, il nous dit, bah voilà, maintenant vous allez pouvoir me reconnaître en tant que champion, vous allez pouvoir me acknowledge me, the world will acknowledge me. Et là, et là, et là, tout d'un coup, tonton, papy, est-ce que vous êtes prêts? John Cena débarque, on en parlait, on l'attendait, on bruissait, et ben voilà. Big John arrive, il a un nouveau t-shirt, il vient faire le malin, il vient sur le ring, il vient saluer la foule et il ne vient pas dire un mot. Le show se finit là-dessus. Toujours est-il que le champ is here, le champ is back. Roman Reigns a du souci à se faire, mais déjà, sur la performance de ce soir, Edge est mis hors course. Edge part lui aussi vers un autre programme. Tonton, est-ce que la page est bien tournée là sur toute cette histoire de Edge depuis le Royal Rumble? Est-ce qu'on conclut bien cette affaire? Je sais pas si la page est complètement tournée, mais en tout cas, clairement, vu comment ça se termine, de toute façon, oui, on va avoir un programme Rollins versus Edge pour certainement redéterminer à terme qui va revenir dans le main event sur sur la ceinture suprême, quoi. Je pense que j'imagine ça comme ça, quoi. Je pense que Seth Rollins veut se servir de cette rivalité avec Edge pour renforcer sa demande de revenir dans le main event et quoi de tel que de battre Edge finalement pour arriver à ses fins. Donc je trouve que pour Seth Rollins, c'est plutôt une bonne tactique. Après le match en lui-même, écoute, c'était quand même assez énorme, 33 minutes, alors pas mal de passages au sol, mais j'ai trouvé que c'était cohérent parce que c'est ce qu'on nous raconte depuis des semaines, puisque les barreaux de chaises, tous les vendredis soirs, les mecs se foutent des barreaux de chaises dans la bouche, que ça soit à Roman Reigns, que ça soit à Edge, que ça soit aux frères Uso. Donc finalement, c'était dans la continuité et dans la cohérence de ce qu'ils font depuis plusieurs vendredis à SmackDown. Donc ça m'a pas trop dérangé. Ça a ralenti le tempo à pas mal de moments, mais comme ils avaient choisi de faire un long match, il fallait aussi pour les catcheurs qu'il y ait des moments un peu pour récupérer. Et puis Edge, il a quand même bientôt 48 ans, donc je pense qu'il a plus besoin encore que Roman de pouvoir récupérer un peu de temps en temps et de pouvoir souffler. Donc les moments de soumission au sol sont un peu là pour ça aussi, et puis aussi pour envoyer la pub accessoirement aux États-Unis. Mais
Mais du coup, le match était quand même de bonne qualité. Les gars se sont quand même grave envoyés. Toutes les interférences, toutes les interventions des Usos, les Mysterio, Rollins, tout ça, c'était plutôt pas mal calibré. Le seul truc qui m'a pas trop plu, c'est le ref bump. Eh Parce que oui. là, le ref bump était un peu pourri, quoi. C'est-à-dire qu'à la rigueur, s'il prend un des deux Golgoth dans la gueule, bon, là, on peut comprendre qu'il soit KO et tout. Mais là, il foire plus ou moins le move, il tombe au sol. Pourtant, le Charles Robinson, il a de l'expérience, quoi, hein, mais il met au moins 30 secondes à se dire merde, où c'est que j'ai mal, et puis ah bah ouais, bah, je me suis fait les croiser finalement. Donc c'est un peu compliqué. Il reste un peu sur la prone et il met je sais pas combien de temps finalement avant de descendre et de se mettre ringside. Donc ça a créé un espèce de flottement. C'était pas très bien réussi ça. Voilà, j'ai trouvé que ça avait un petit peu perturbé le match qui jusqu'à présent était plutôt de très bonne qualité. Ça reste quand même un très très gros main event quoi. Et puis Roman Reigns quoi. Roman Reigns, mais quel monstre. Le public d'ailleurs s'y trompe pas. Finalement c'est assez incroyable hein, parce que le public voilà, a découvert Roman Reigns depuis SummerSlam de l'année dernière en heel absolu. On se retrouve avec du public un an plus tard. Et bah, dans le public, il y avait quand même, peut-être pas la moitié, mais il y avait quand même une grosse partie du public qui chantait des Let's Go Roman, quoi, hein. Donc son côté heel absolu, finalement, a pas suffi pour qu'il y en ait certains qui continuent à l'aimer. Et c'est très bien comme ça, de toute façon, quoi. Le personnage est fantastique. Enfin, moi j'aimais Roman Reigns avant toute cette affaire de heel, etc. Mais vraiment, j'avoue que là, depuis un an, moi, il ne fait que m'épater de plus en plus, finalement, semaine après semaine. Et puis, bah, de l'autre côté, moi qui étais plus dubitatif sur Edge, bah, j'avoue que franchement, pour un type de son âge, là, il était dans une shape, je crois que c'était la meilleure shape dans laquelle on l'a vu depuis qu'il est revenu. Et il a sorti quand même une grosse performance parce que face à un Golgoth comme Roman, il faut quand même envoyer du steak, hein. Et je crois que là, il s'est donné à fond. Il a l'air de vouloir continuer et c'est loin d'être terminé pour lui parce que s'il se lance pour SummerSlam avec Seth Rollins, c'est quand même qu'il est dans des programmes sérieux et solides. Alors j'ai pu lire cette semaine qu'il avait un contrat un peu spécifique, hein. Il a un contrat sur quelques apparitions dans l'année, etc. Il va pas catcher tout au long de l'année 2021. Là, certainement, là, il est lancé dans un programme avec Seth Rollins jusqu'à SummerSlam. Et à mon avis, après, il va y avoir un espèce de hiatus. Mais je lui reconnais à l'âge qu'il a. Je me plains souvent des anciens comme ça qui sont souvent pas terribles dans le ring, qui sont souvent pas en forme, etc. Edge, c'est pas son cas. Il est vraiment dans une super patate et ils nous ont sorti un très gros main event hein, quand même, hein. Ça fait un mois. Et puis avec du public comme ça, tout de suite, ça change, hein. Tout de suite, tout de suite, on est dans une autre dimension, quoi, hein. Et je trouve quand même qu'ils ont délivré la marchandise et qu'on finissait le pay-per-view quand même de manière énorme. Et puis bah, je termine juste sur bah, voilà, l'arrivée de John Cena. Je n'ai pu m'empêcher de penser à Giscal, hein. Je pense que dans la team catch-up, on a dû être beaucoup à penser à lui. Vraiment, cette arrivée-là. Alors, je suis curieux d'avoir votre avis, mais moi j'ai trouvé que le Big John, bah, il était plus si big que ça. Je l'ai trouvé un peu amaigri. Bah Alors oui. je sais pas, peut-être que j'ai eu une fausse impression, hein, j'en sais rien, hein. Mais je sais pas, il m'a semblé un peu amaigri, etc. Je serais curieux de le voir torse nu et de voir un peu dans quel état de forme il est. Mais en tout cas, ça nous promet un match mais monstrueux, quoi. Parce qu'en plus, je pense que Roman va pas mal appuyer dans les semaines qui vont venir sur ce qui s'était passé entre eux il y a maintenant quelques temps, quoi. Du temps où John se privait pas pour brancher et pour trash talker à mort le Roman Reigns. Donc là, je suis très très curieux de voir cette rivalité avec un Roman Reigns en top heel. Là, vraiment, oui, je valide, je prends, j'adhère et j'attends ça avec impatience. Papy, même impatience. Même impatience, oui, oui, parce que de toute façon, il faut du renouvellement dans le haut de la carte de SmackDown. Et bah, John Cena, pour le coup, ça vient un peu de nulle part, donc du coup, ça va forcément rafraîchir un peu le truc. Je sais pas si ça durera au-delà de SummerSlam. Je connais pas la carrière cinématographique du John, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il a l'air moins impressionnant physiquement. À mon avis, hein, mais il a dû forcément perdre un peu de la gonflette qu'il avait par rapport à quand il était que pour le catch, quoi. On a vu le même syndrome aussi avec Batista, qui quand il était revenu, il avait beau l'air être toujours baraqué,
bah, mine de rien, tu vois que c'était plus le même Batista qui était surgonflé de l'époque de la WWE, quoi. Mais bon. Et The Rock a pas ce problème, par exemple. Non, le The Rock, non. Mais peut-être que lui, justement, il fait pas trop dans la finesse. Non, bah, The Rock, je crois qu'il est pire depuis qu'il fait du cinéma qu'avant, qu'à la WWE niveau Ah ouais, c'est pectoraux clair, ouais. et biceps. Après, c'est vrai c'est pas la même Ouais. époque aussi, The Rock, hein. C'était une époque où les mecs étaient moins bodybuildés, j'ai l'impression, quand même, Ouais. que maintenant. Mais bon, donc Ouais. voilà. Et puis, pour le main event, bah, moi, je suis peut-être un poil moins emballé que le tonton. J'ai trouvé le début très, 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 très long. Toute la phase jusqu'à que Edge se réveille un peu, là, j'ai trouvé ça trop long, en fait. Ça tourne autour du ring et tout. Ça a mis du temps à démarrer. Les passages avec l'arbitre, je les ai pas trouvés bons parce qu'il y en a eu deux que j'ai trouvé foirés. Il y a d'une part un espèce de compte extérieur où bah ils rentrent dans le ring mais ils savent plus trop est-ce qu'il arrive à 9 ou 10 et puis du coup ils sont emmerdés parce que Reigns est resté dehors donc du coup ils recommencent à 8. Enfin, et en plus les commentateurs étaient complètement paumés donc tu comprenais pas trop ce qui se passait mais bon en gros ils avaient merdé. Et puis bah, le fameux ref bump où je sais pas si vous avez fait gaffe mais en fait donc il y a Roman qui prend le spear alors qu'il n'y a plus d'arbitre, et l'arbitre est carrément courant. Et à ce moment-là, tu as le public qui se met à compter comme d'hab quand tu n'as pas d'arbitre, quoi. Il fait 1, 2, 3, 4. Et le souci, c'est que Roman, il entend les 1, 2, 3, donc il lève son bras alors qu'il n'y a pas d'arbitre dans le ring, en fait. Et puis, hop, ils refont le spot juste après quand l'arbitre arrive, 1, 2, 3, et hop, il relève son bras, en fait. Mais du coup, en fait, il a levé son bras trop tôt parce qu'il a été trompé par les comptes du public. Et donc, bah, du coup, bah, ça rajoute un petit peu ce Raven pas terrible. Pour le reste, bien sûr, est bien réussi. Le fait que ça finisse avec Cena, bah, heureusement qu'il a, parce que sinon, je me serais dit, c'est dommage de pas remis le Money in the Bank en main event. Mais tu pouvais pas décemment faire arriver Cena autrement que au top du top de la soirée, quoi. Donc voilà, donc c'était un bon match, mais j'ai pas. Enfin, moi, par exemple, j'ai préféré leur opposition à Mania pour le coup. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai trouvé que le match était. Enfin, c'est un peu la nouvelle gimmick de Edge, hein. Il fait des matchs hyper longs. On se rappelle de de WrestleMania et de Backlash contre Orton et tout. Il fait des matchs très longs. Il donne de sa personne, il donne de l'énergie. Il travaille beaucoup la psychologie, c'est-à-dire en gros ne pas trop se fatiguer, mais faire des jeux de regard ou autre. Je trouve que ça marche quand même, parce que Roman Reigns est excellent dans cet art-là de ralentir le rythme, de parler lentement, de regarder la foule, de regarder l'arbitre. Mais c'était un peu long quand même, et sans le facteur Daniel Bryan qu'il y avait eu à WrestleMania, qui du coup faisait aussi que c'était un match no disqualification, ben ça, c'était pas aussi bon. Et puis, ben, je suis désolé, mais moi, c'est une de mes chevaux de bataille dans le catch, les ref bumps. Ça marche pas, quoi. Je trouve que ça pourrait pourtant être génial si ça durait pas longtemps, quoi. C'est-à-dire si l'arbitre prend un coup et du coup pendant allez, 10 secondes, il est déconcentré et là pendant 10 secondes, t'as un low blow ou t'as un mec qui intervient et tout ça. Mais là, ça dure beaucoup trop longtemps. Déjà, c'est mal exécuté. Et puis pour moi, c'est pas crédible, quoi, que tu vois tous les officiels arriver, prendre l'arbitre, repartir et on dirait que plus personne à la WWE ne s'intéresse à ce qui se passe entre les cordes. Comme ça, les mecs, ils pourraient s'étrangler, se mettre des coups de latte dans les couilles et puis s'arracher les yeux et tout le monde s'en fout. Et en plus, ça revient tout le temps, quoi. Et j'aime pas cette scénarisation, je le dis tout le temps, mais cette scénarisation de l'incompétence. Pour moi, c'est exactement comme si dans le football, à chaque fois qu'il y avait un match nul à la fin d'un match, il fallait attendre 10 plombes qu'un mec décide, bon, ben, ah tiens, on pourrait faire des tirs au but, ça serait sympa ça. Ouais, on avait fait ça la dernière fois, on va refaire des tirs au but. Et là, c'est pareil, c'est merde. Ah putain, mince, l'arbitre il s'est fait mal. Zut. Ah ben là, ah bah ça serait con qu'on ait ça serait bien qu'on ait un deuxième arbitre. Donc ça m'a pas trop plu. Par contre, j'ai bien aimé que ça soit pas les Usos, les rois de la fête et Seth Rollins. Moi, je m'attendais pas à son intervention, hein. Je pensais qu'il avait fait sa petite phrase là de menace pour SummerSlam et qu'on était bon, qu'on verrait la suite à SmackDown. Donc grosse opposition de style, gros match, mais un petit peu trop long peut-être. Et John Cena, moi je suis d'accord avec Tonton. C'est même au niveau du visage, je l'ai trouvé un petit peu émacié, un peu vieilli. Il a le poids des ans, John, et franchement, s'il n'avait pas réussi à battre Roman Reigns il y a 4 ou 5 ans là, dans leur opposition initiale, là je ne vois pas comment en fait. Il faudra un très très gros John Cena et vu son programme, comme on dit, de part-timer, je ne suis pas sûr qu'il soit là pour redevenir champion. Mais à mon avis, je pense il y a tout intérêt pour l'histoire que John Cena se fasse bouffer là. Oui. Ouais, sauf si la WWE a envie d'avoir un champion, un recordman incontesté du nombre de titres. C'est On vrai. pourrait très bien en
envisager que, parce que pour l'instant, il est à égalité avec Ric Flair, Ouais. et on pourrait très bien envisager une victoire de Johnny Boy, juste pour le fun du record, et qu'il perde son titre assez vite derrière. Je pense que ça, c'est totalement envisageable, hein. Pour moi, Mm. c'est pas forcément acquis à 100% que Roman Reigns va rouler sur John, hein. Non, moi Je non suis plus. Parce que la WWE, elle aime ça, hein, de tout temps, hein. Donc elle a toujours aimé les records, les machins, etc. Pour que les commentateurs puissent gloser pendant des heures et des heures là-dessus. Et donc là, tu vas voir que ça, on va y avoir droit là pendant jusqu'à SummerSlam, on va y avoir droit toutes les semaines. Donc on va nous rappeler toutes les semaines que Big John, s'il gagne à SummerSlam, il va devenir le recordman incontesté du nombre de titres à la WWE. Et ça, je peux te dire que du coup, ça va semer le doute pendant pas mal de temps, je pense. Mais j'ai jamais eu l'impression qu'il avait très envie, John Cena, en fait, de dépasser Ric Flair. Sinon, il l'aurait fait bien avant. Mais bon, peut-être que la WWE va le pousser. Après, c'est vrai que c'est un record qui commence à dater, hein. Ric Flair, son dernier règne, il doit avoir plus de 20 ans, peut-être 15 ans, 20 ans. Et Donc, Charlotte, elle est pas déjà devant Ric Flair ou ça a pas tardé de toute façon? C'est Charlotte qui a le plus encore, hein. Charlotte, c'est quoi? C'est son 14e titre, là, je crois. ah, peut-être, ouais. Elle va te le bouffer, Ric Flair, hein. Le papa, elle va te le bouffer, hein. Pour moi, c'est Charlotte qui va l'exploser, Ric Flair. Mais Mm. non, Ouais, mais bon. de titre, je pense que c'est surtout que la WWE a pas peur de foutre un titre à une star part-timer, quoi. On l'a déjà vu avec Oui. Goldberg, quoi. Donc, Mm. si Goldberg l'a eu, il peut l'avoir, hein. Oui. Ouais, et puis Goldberg, il bruisse de plus en plus de bruit, justement, pour dire qu'il va pas tarder à revenir, celui-là. Alors là, il Ouais, manquerait plus que ça, quoi. Mais Ouais. bon, ouais, s'il ça, revient c'est à ce Raw, sera. s'il reste ce soir à Raw, je pense pas que ça fera le même effet que Finn Balor et John Cena, hein. À Et voir, à petite voir. info, Johnny Boy, il a annoncé sur Twitter qu'il serait à Raw ce soir, hein. Ouais. C'est bizarre, ça. Et j'étais assez surpris de ça parce que je me demandais, tiens, quand j'ai vu ça là aujourd'hui, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi le John il vient à Raw? Donc, à mon avis, il faut pas louper Raw ce soir parce qu'il va y avoir peut-être des annonces de fête qui vont peut-être nous surprendre à nouveau, mais même si enfin, je crois que c'est parce que c'est sur le principe que John Cena il est considéré comme free agent, quoi. Et oui, Donc, depuis longtemps. il peut apparaître comme il veut, quoi. Et puis à vrai dire, c'est John Cena, quoi, hein. Donc John Cena, Oui. il fait un peu ce qu'il veut à la WWE de toute Pas façon. d'audience à Raw, donc je pense que c'est surtout pour ça. À mon avis, il va faire un segment micro à la con, il y aura peut-être une interaction avec Elias ou une connerie comme ça, puis ça sera bâché, quoi. Ouais, ça va peut-être être histoire de coller quelques claques à un mec au passage, quoi, pour dire, vous voyez, ça y est, je suis en forme et là, je suis chaud. Rendez-vous à SmackDown, quoi. C'est possible, peut-être qu'il va. Ou alors il va affronter et battre. Lashley, merde. Non, j'allais dire Mace et T-Bar, j'étais pas sur la même longueur d'onde. Ou le titre 24/7 peut-être, hein. Il a peut-être Ouais, croisé Tozawa et boum! ouais, c'est vrai. Eh C'est non, possible. un handicap match, papy, un bon handicap match des familles. Mais Ah, oui. c'est l'horreur, quoi. Moi, si c'est ça, je zappe direct. Eh ben, on verra ça, on verra ça. En tout cas, Monday Night Raw, c'est pas encore. Là, on vient de finir ce fameux Money in the Bank, ce premier pay-per-view avec du public depuis WrestleMania, mais depuis très longtemps, hein. Si on prend l'avant Corona Mania, eh ben, écoute, c'est l'heure du mot de la fin. Depuis le Elimination Chamber 2020, hein, on remonte. C'est l'heure du mot de la fin. Papy, je te laisse commencer. Tu as tout préparé, j'en suis sûr. Dis-moi ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Exactement. Maintenant que je prends mes notes directement sur le pay-per-view, c'est plus pratique. Et donc, j'ai déjà toutes mes notes. Et donc, du coup, en fait, ça sera un top flop miroir, puisque je vais donner mon top au Money in the Bank masculin, qui était de très bonne facture, qui a pas grand-chose à jeter. Il y aurait pu être encore, tu peux aller les étoiles encore plus, mais c'était déjà de la très bonne facture, largement pour moi au-dessus de tous les autres matchs du pay-per-view. Mon flop, du coup, je le donne au Money in the Bank féminin, pour la basse. Oui. Il était propre, mais sans plus. Et un Money in the Bank propre, sans plus, c'est quand même un petit peu triste, quoi, que ça manquait de peps, ce Money in the Bank féminin. Et ma note, je lui donnais plutôt une bonne note, même si c'est pas encore le top du top, mais bon, c'est une bonne note de reprise, on va dire, avec le public. Je donnais un 3,5 pour ce pay-per-view, ce qui le place dans les bons pay-per-view de l'année. Très bien, tonton, à ton tour. Au passage, je vais donner le top flop note de notre ami Zigote qui nous l'avait laissé. Et lui, il aura mis son flop au MITB féminin, sans hésiter. Parce que voilà, pour lui, il est clairement allé aux oubliettes. Que malgré le soutien qu'il y avait pour Liv Morgan,
et qu'il a beaucoup de mal à imaginer Nikki en future championne. Il trouve que ça a le mérite d'être surprenant, mais quitte à faire ça, autant le redonner la mallette à Asuka. Son top, il le donne au match entre Charlotte et Rhea. Et j'ai vu à beaucoup d'endroits aujourd'hui, effectivement, que c'était le match qui était le mieux noté du pay-per-view, en particulier sur les sites américains. Apparemment, c'est un match qui a fait grosse impression, quoi. Et sa note à notre ami Zigot, ça a été un 3 sur 5. Il a été apparemment déçu par les matchs opener et du main event et que les vainqueurs du MITB le font pas rêver. Voilà, c'était l'avis de notre Coyote Zigot. Et puis bah moi de mon côté, bah moi je vais un peu tirer sur l'ambulance puisque moi aussi je vais donner mon flop au main event et je suis finalement d'accord avec l'analyse de notre papy national parce que c'était un match c'était pas un match mauvais, c'était un match moyen, mais effectivement, dans un Money in the Bank, on attend autre chose, quoi. On attend quelque chose de beaucoup plus fort. Et donc, du coup, c'était un peu trop faiblard pour un Money in the Bank. Donc voilà, je donne mon flop aux filles pour le Money in the Bank ladder match. Et mon top, bah, j'hésite justement entre Charlotte Rhea et le Money in the Bank masculin. Et même si au final, moi j'ai bien aimé le main event, donc c'est compliqué finalement. Il y aurait deux trois choses auxquelles j'aurais pu donner mon top dans ce main event, dans ce Money in the Bank. Ouah, allez, je vais le donner au Money in the Bank masculin parce que vraiment j'ai trouvé que c'était super, qu'il y avait une belle ambiance, qu'il y a eu des super beaux spots. Ricky m'a fait plaisir et malgré la déception de la défaite de Kevin Owens, le match m'a quand même emballé. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Plein de beaux spots, plein de trucs cool dans ce match. Il y avait une belle ambiance avec le public à ce moment-là. Donc je pense que c'était le moment du pay-per-view où j'ai été le plus chaud. Donc je vais le donner au Money in the Bank masculin. Et puis bah ma note, bah écoute, j'étais tellement heureux de retrouver du public dans un pay-per-view. Alors effectivement, on l'avait eu à WrestleMania, hein. Mais là, ça avait un côté un peu, ça y est, on se relance, quoi. Là, ça y est, c'est reparti. Là, on est reparti sur Et les le son rails de était la meilleur, foule. hein. Le Et son le était son meilleur que était WrestleMania. largement. Ah ouais, je suis bien d'accord avec toi, ouais, carrément, ouais, c'est à noter, ouais, le son était largement meilleur, hein. Et ça change quand même beaucoup de choses. Et puis toujours, en ce moment, j'arrête pas de le dire, mais un Pat McAfee qui continue à m'épater show après show. Je l'ai trouvé encore génialissime pendant ce pay-per-view. J'ai même presque regretté qu'il fasse pas le commentaire pendant tout le pay-per-view. Tellement je le trouve incroyable, Pat McAfee au commentaire. Je vais donner une bonne note, hein. Je suis pas loin de mettre un 4, hein. Allez, je mets un 4. Allez, vas-y, c'est parti. Je mets un 4 à ce Money in the Bank 2021. Ouais, bah écoute, moi je l'ai dit dans notre Discord, j'ai été un peu douché par les amis, notamment Papy, mais moi j'ai passé un très très bon moment et j'ai pas vraiment vu de fausse note à ce pay-per-view. Donc moi même le main event, le Money in the Bank féminin m'a bien plu. Du coup mon flop, je le mets au ref bump que je n'ai pas aimé. Était assez mal exécuté. Le ref bump du main event, il faut arrêter avec ces ref bumps qui durent 5 minutes. Et par contre, le top, on va dire unanimité, Money in the Bank masculin, même si Bobby Lashley aurait pu avoir une petite mention, mais on a eu quand même une très très belle rencontre. Et puis ils étaient 8, donc on récompense 8 mecs à la fois, c'est pas mal. Et moi, je vais aller taper Ouais. fort, je vais dire 4,5. Je vais dire, autant Papy, tu Ouh. vois, je t'avais trouvé presque trop positif sur le SmackDown, le premier SmackDown avec public, que j'avais trouvé sympa, mais bon, en gros, on buildait un petit peu, on finissait par builder le pay-per-view, quoi. C'était un go-home show. T'avais mis 5, je crois, Papy, c'était ça, à SmackDown? On a mis du 5 qui est sans Ouais. SmackDown, ouais. Eh ben, moi, je n'aurais pas mis 5 à SmackDown, mais j'aurais presque mis 5 là au pay-per-view, parce que pour moi, la mission était largement remplie. Bon, j'exagère un petit peu, mais 4, 4 et demi, ouais, même. Ouais, ouais, 4,25. Allez, 4,25. C'est pesé, c'était très bien, j'ai bien aimé. Et je suis plutôt content par tout ce qui s'est passé. Maintenant, j'espère qu'on va rester un peu sur cette hype. Alors, ils pourront pas rester pendant des mois sur ce truc de on fait venir des nouveaux catcheurs. Là, il y a beaucoup de monde, hein, parce que on a vu Finn Balor, on a John Cena, on entend parler de Goldberg et autres. En plus, on nous raconte que Tony Storm, que machin, il y a Shotzi Blackheart. Enfin bref, là, ça va changer un petit peu partout, là, la WWE. J'espère que ça va pas foutre trop le bordel non plus et qu'ils emmènent des mecs trop vite et des filles trop vite et qu'on les oublie dans 2 mois. Mais il y a de l'espoir, il y a bon espoir et il y a une carte de SummerSlam pas dégueu qui devrait se dessiner. Donc je suis plutôt positif. Oui, oui, là, on Très a bien. déjà plusieurs matchs de buildé quasiment, quoi. Jinder versus Drew, Seth versus Edge.
Roman versus John. Ouais, la carte de SummerSlam, à mon avis, va pas être Lashley, dégueulasse, quoi. Black. Ah non, désolé. Ah, et T'as dit quoi? Lashley, tiens, Lashley Lashley, Black. finalement, Lashley, c'est ma seule interrogation, hein, c'est qui est-ce qu'ils vont mettre dans les pattes de Lashley là, sur le mois qui vient, quoi. Je pense même pas aux prochaines, sur tout le reste de l'année, mais juste sur le mois qui vient, là, sur SummerSlam. Je suis curieux de savoir qui est-ce qui va être mis dans les pattes de Lashley pour le match pour le titre à SummerSlam. Goldberg ou Ouais. Lesnar? C'est ce que j'allais dire. Lesnar, ça a l'air de s'éloigner un peu, mais ça serait assez logique. Mais bon, je sais pas si ça va le faire. Goldberg, c'est une possibilité, ouais. Ça serait pas très intéressant, Ouais, mais bon, c'est un Goldberg, risque. Goldberg, ouais. mais je pense pas que ça sera lui. Mhm. Biggie qui C'est fera ça, un t'as dit quoi? Biggie qui fera un cash-in en mode sportif. J'annonce mon cash-in au SummerSlam contre la Chine. Ah, Ça sera de la gueule, mais je ah pense ouais? il y a aucune chance que ça soit lui. Ah ouais, non, moi je pense pas, ouais. Non, je pense Non, pas moi que non ça. plus. J'ai du mal à croire à un scénario comme ça, quoi. Non, je pense qu'il va falloir qu'il ait un adversaire legit, le Bobby. Et bon, j'ai bien peur. Goldberg, ça me paraît de plus en plus probable cette affaire, puisque le mec arrête pas de balancer ses workouts, etc. sur les réseaux. Donc là, le gars, il est en train de se préparer pour revenir. Il me désespère, mais bon, à la rigueur, si Bobby Lashley peut l'envoyer à la retraite définitivement, pourquoi pas, hein. Oui, après, s'il nous fait Mais comme au Royal Rumble, hein, où il job pour Drew McIntyre, ils avaient fait un super match, pas de souci, Ouais. pourquoi pas. C'est vrai qu'ils avaient fait un des rares matchs de bien de Goldberg. C'était avec Drew. Pourquoi pas c'est si vrai, job mais pour la c'est Chine, surtout. pourquoi pas, ou alors si j'aimerais bien, c'est qu'il de temps en temps, il recroise un peu d'autres gens. Là, quand il a croisé Ziggler, ça m'a fait marrer, moi. Ouais, Cesaro, Un Cesaro Goldberg, ça serait fun. mais oui. Ou Riddle, ou je ne sais pas Ouais, qui. Cesaro, il est à SmackDown. Mais oui, non, Oui, oui. c'est pour blaguer. Et de toute façon, Peut-être Cesaro, il part en équipe là avec Boy Smith. le fils Smith Non, et puis il va se battre contre Otis. Moi, je vous l'annonce. Voilà. C'est aussi non, sûr mais de toute façon, que le Miz va monter à l'échelle. Voilà, c'est sûr. tu vois, papy, hein, la théorie qu'on avait eue dans le dernier SmackDown qu'on avait reviewé ensemble, bah, c'est vérifié, hein, voilà, hein, Cesaro retourne tranquillou dans la mid-card, ça y est, c'est fini son push dans le main event, on n'en parle plus, et effectivement, il va très certainement retourner en tag team, de toute façon, on va lui retrouver un partenaire, mais bon, je pense qu'il va falloir définitivement s'asseoir sur le fait que Cesaro sera un jour champion du monde, hein. Je crois que là, ça y est, hein, là, avec ce qui s'est passé vendredi soir, je crois que ça a définitivement enterré tout espoir pour les aficionados du Suisse. Ah, on verra, on verra. Bon, écoutez, les amis, en tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre un petit peu le micro, même si mes conditions d'enregistrement sont pas idéales. Par contre, ce fut toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, merci, papy, d'avoir été de l'aventure. Bah, merci de m'avoir maintenu éveillé tout au long de cette review là. Je vais pouvoir aller me coucher. Très bien. Et puis, bah, tonton, merci à toi aussi, hein. Pareil, la petite lampe là dans la maison de retraite, ça doit gêner les voisins, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir au bout du fil. Écoute, tout pareil, j'étais ravi de pouvoir refaire une review avec toi. C'est vrai que ça faisait un petit moment là qu'on n'avait pas eu l'occasion de commenter la WWE, donc écoute, c'était un plaisir partagé. Et pour finir, on n'oublie pas les bonnes habitudes, peuple de catch-up, vous savez où nous trouver. Alors vous pouvez nous rejoindre pour en discuter à l'écrit sur Discord, et puis sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais surtout sur YouTube pour nous écouter, et les plateformes de podcast, donc Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. etc. Rejoignez-nous, interagissez, donnez-nous votre avis. Est-ce que vous aviez les bons pronostics? Comment vous sentez Nikki H? Est-ce que Biggie doit cacher un Raw ou SmackDown? Est-ce qu'il faut du Goldberg, du Lesnar, du Becky Lynch, tout ce que vous voulez? Et puis bon, on se dit à très bientôt à la WWE, à très bientôt sur Catch Up. Ciao à tous et à bientôt. Ciao les copains, ciao papy, ciao tonton. À bientôt, bientôt. Salut à tous. Salut Raphaël, salut papy, salut peuple de Cachard. Il a une drôle de coupe de cheveux, John Cena, non? À Bordeaux, ils sont quand même un peu cul serré, quoi, hein. Putain, c'est quand même, c'est vraiment.